Bien. Bonjour à tous. On va débuter cette deuxième édition des matinales de la transition écologique. On vous remercie d'être présents ce matin. Lors de la première édition, nous avions invité Samuel Courget qui était venu nous présenter son expertise et son expérience sur les matériaux biosourcés ainsi que son histoire dans ce domaine. Aujourd'hui, on accueille Yannick Roudot. Je me présente, je suis Clément Chouane, le relais étudiant du comité d'organisation de ces matinales. J'ai été chargé par Jean-Marc Benguigui de les organiser, c'est-à-dire de vous inviter, de vous convier, d'organiser la communication. En tant qu'étudiant, on passe souvent beaucoup de temps à se plaindre de nos cours et de nos emplois du temps, des interventions qu'on a. Et finalement, on a du mal à faire ce pas de côté et à voir que lorsqu'on rembobine et qu'on fait justement ce pas de côté par rapport à nos études, il y a plein de beaux événements et de belles interventions qui ont ponctué cette histoire et qui nous ont permis d'être sensibilisés à tous ces sujets. Et pour nous, étudiants, je suis par exemple en option ville durable, c'est vraiment une chance. Et on peut être moteur et apporter un message dans l'école. Mais pour être moteur, il faut qu'un professeur ou des professeurs nous laissent de l'espace pour concrétiser des projets. Et ça, Jean-Marc Benguigui a su le faire et je l'en remercie. Je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il vous présente la genèse de ce projet. Merci. Merci Clément. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je voulais vous dire, ces 3 derniers mois, il y a 3 actualités qui m'ont vraiment marqué. Donc, la première, c'est lors de la COP 23. C'était la première fois dans l'histoire des sciences que 15 000 chercheurs s'adressent à l'humanité tout entière pour nous dire que nous sommes vraiment au bout du gouffre concernant le changement climatique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième actualité, je ne sais pas si vous savez, mais depuis le 1er janvier, c'est la panique dans les pays riches. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la Chine a décidé de fermer sa poubelle en bloquant certains déchets comme le papier, comme les plastiques ou le textile, ce qui fait peser aujourd'hui le risque d'un scénario catastrophe pour l'environnement. Dans ces pays comme nous en France, voilà. Et la troisième actualité qui a retenu mon attention, c'est une étude qui dit qu'en 30 ans, on a perdu 80% des insectes auraient disparu en Europe. Donc, nul doute que vous vous doutez quelles sont les causes, donc l'usage ou de la pratique, les pratiques agricoles ou l'usage de pesticides. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi aujourd'hui l'Union européenne attend ou traîne des pieds pour interdire le glyphosate ? Donc, on se doute bien que derrière, il y a des grands groupes comme Monsanto, sans les citer. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, ils n'ont plus accès au Parlement européen. Donc, ces 3 actualités me font penser une chose, c'est l'urgence d'agir vite et de se défaire du système financier actuel. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la transition écologique doit proposer un nouveau modèle économique et social. Donc, aujourd'hui, la responsabilité de notre école, c'est d'aider l'ingénieur à imaginer et concevoir nos nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à travers l'option ville et industrie durable dans notre formation d'ingénieur généraliste. Et donc c'est pour cela qu'on s'est dit que ce serait très intéressant d'inviter Yannick Roudot pour venir exposer ses réflexions et surtout nous présenter ces nouveaux modèles économiques alternatifs. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Donc je vais passer la parole à Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue à Centrale Nantes de la part du comité d'organisation et puis du directeur de Centrale Nantes. Donc, je vous présente rapidement l'établissement pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de nos amphis. Donc, Centrale Nantes est un établissement d'enseignement supérieur public qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui a donc trois missions principales qui sont la formation, la recherche et la diffusion des connaissances. Donc là, ces conférences, ces matinales de la transition écologique s'inscrivent complètement dans les missions de l'école et dans notre démarche de responsabilité sociétale. Donc c'est à ce niveau que j'interviens. Donc moi je me présente, donc Emmanuel Rosière, je suis enseignant-chercheur à Centrale Nantes et animateur de la démarche de responsabilité sociétale de l'établissement. Donc comme je disais, cette conférence s'inscrit complètement dans les missions de l'école et dans notre démarche. Donc en matière de formation, bien sûr, puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants ici.
Donc on doit préparer nos 2000 étudiants sur le campus au monde d'aujourd'hui, mais aussi au monde de demain. Donc c'est un peu paradoxal de préparer à la fois au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, mais c'est une des ambitions. Former aussi nos enseignants, chercheurs, donc, qui aussi ont besoin d'une formation tout au long de leur carrière. Former aussi des professionnels sur notre territoire. Donc on est aussi un établissement qui fait de la formation continue. Donc voilà, c'est complètement dans nos missions. Je parlais de la recherche, donc c'est une particularité de l'école d'avoir un certain nombre de laboratoires de recherche, plus technologiques, mais qui travaillent de manière assez importante sur la transition énergétique. Alors cette transition énergétique, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, c'est aussi l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques de production. Et puis donc, je vous parlais de diffusion des connaissances, ça sous-entend un peu que la connaissance est ici. Je dirais plutôt on a un rôle d'animation du débat en interne et puis sur notre territoire. Donc de faire monter le niveau de questionnement sur ces enjeux qui paraissent compliqués. Donc voilà, notre position en tant qu'établissement public, ce n'est pas de défendre telle ou telle position ou solution, mais voilà, de proposer un débat de qualité et puis d'animer cette réflexion collective dans l'établissement et sur notre territoire. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps puisque le plus intéressant reste à venir. Pour conclure, juste un petit mot pour remercier Géraldine Molina qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui a œuvré dans le comité d'organisation avec nous trois. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Yannick Roudot, spécialiste des marchés financiers pendant plus de 15 ans. Il a décidé en 2007 de prendre un virage aussi bien intellectuel que professionnel pour s'intéresser au modèle économique soutenable et durable et éveiller les consciences. Et j'espère que c'est ce qu'il va faire ce matin, ou du moins les confirmer, ces acquis de conscience. Merci de l'accueillir. Bien, le temps que ça arrive. Bonjour, alors merci de m'accueillir. Tout d'abord, quand j'interviens à Nantes, j'ai toujours quelques petits scrupules parce que, étant nantais, beaucoup m'ont déjà entendu et je me dis ils vont encore entendre la même chose. Mais bon, j'ai quand même privilégié le tronc commun que beaucoup connaissent. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça fonctionnait tout à l'heure, ça va venir. C'est toujours comme ça. Le tronc commun que beaucoup connaissent parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants et d'autres qui ont besoin d'avoir cette connaissance culturelle et transversale sur ce qui nous attend. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, j'ai aucune spécialité. Moi, je suis spécialiste de rien du tout, si ce n'est de la transversalité, la généralité. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être rien vous apprendre. Par contre, la singularité de l'intervention, c'est de mettre en lien toutes ces notions qu'on traite séparément. L'écologie, l'économie, la philosophie, les questions géopolitiques, politiques, ressources naturelles. On les traite séparément en silo et du coup, on ne prend pas toujours l'ampleur de l'enjeu qui se joue actuellement. Et donc, je vais essayer de faire un lien entre tout ça. Très rapidement, avant d'attaquer le sujet, d'où je parle. Donc, comme l'a dit Clément, j'ai travaillé dans la finance, presse financière, Bloomberg, Le Figaro, BFM. J'écrivais des livres passionnants sur les bons de souscription d'actions, sur les valeurs moyennes. Tout ça, c'était il y a 15-20 ans. Et puis, rupture à partir des années 2000, je travaille sur la finance socialement responsable, la finance utile. Et dans les années 2006-2007, je décide de travailler sur comment donner du sens à ces placements et comment donner du sens à l'économie et comment réconcilier l'économie avec les enjeux environnementaux, sociétaux. Ce qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole devant des publics très différents et puis publier des livres sur cette question de vers quel monde on va. Et d'ailleurs, on a créé une maison d'édition il y a une pouce pour véhiculer ces idées-là. Et c'est par Tristan Lecomte que Clément m'a rencontré indirectement puisqu'il a lu le livre de Tristan et il a trouvé un stage chez lui, chez Pure Projet, donc bravo. Voilà pour les présentations. En ce qui concerne l'actualité, cette très belle île qui s'appelle Nauru, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le syndrome qui nous affecte. Nauru, c'est une petite île de 21 km. Au 19e siècle, fin du 19e, les habitants de Nauru, les Nauruans, vivent de manière traditionnelle. Depuis qu'Homo sapiens est là, 400 000 ans. Les Nauruans, vous avez un bateau qui accoste. Un bateau australien. Et quelques années après, les bateaux arrivent. Bateau allemand, bateau néerlandais, il marche mieux. Bateau néerlandais, ah oui. Et donc, commence l'exploitation de Nauru par les colons. Et le phosphate, comme il y en a très peu dans la région, devient extrêmement prisé.
et les colons s'enrichissent énormément. Et puis dans les années 60, c'est en 1966, je crois, de mémoire, que les Nauruans obtiennent leur indépendance. C'est la grande vague de décolonisation du monde. Et les Nauruans sont une mine d'or sous les pieds du phosphate. Alors on exploite le phosphate. Et puis les Nauruans qui prennent leur revanche sociale après autant d'années de colonisation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent des routes, un aéroport, des infrastructures de télécommunications, des magasins de luxe s'ouvrent, parce que le phosphate c'est une richesse colossale. Les familles Nauru ont parfois 7 voitures, des Ferrari, des Porsche. Ils consomment énormément. Et puis tout ça dure quelques années, et Nauruan, c'est le 2e pays le plus riche au monde, derrière l'Arabie Saoudite. Mais personne n'entend parler de ce petit pays. Et puis que se passe-t-il ? Eh bien, il y a un jour, il n'y a plus de phosphate. Le phosphate, c'est fini. Et le gouvernement de Nauruan, qui ne veut pas avoir des Nauruans, qui ne veut pas avoir de soucis, continue à s'endette pour maintenir le niveau de vie des Nauruans. Surtout, déni. On ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour continuer à vivre comme ils vivaient. Et puis aujourd'hui, Nauru, c'est quoi ? C'est une île du Pacifique où l'espérance de vie est tombée à 55 ans. Le taux d'obésité est de 66%. Les gens sont bourrés de diabète. Ils ne savent plus travailler, ils ne savent plus quoi faire. Et la seule chose qui fait tourner Nauru aujourd'hui, c'est le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, ce qu'on appelle un paradis fiscal. Et voilà ce qui est devenu Nauru, une île en dérive au fin fond du Pacifique. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand j'ai lu ce livre sur l'île de Nauru il y a 5 ans, j'ai fait le parallèle avec ce qui nous arrive au niveau mondial. On est sur une île qui flotte au fin fond de l'espace, qu'on appelle la Terre. On est en train d'épuiser le stock qui permet la survie de l'humanité et le développement de nos modes de vie. Et personne ne veut voir la réalité, si ce n'est 3 à 4% de la population qui tire la sonnette d'alarme en disant « ouvrez les yeux, ouvrez les yeux ». Et donc, ce qui me fait dire que si on ne se réveille pas, on va vivre le scénario de Nauru et on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Et dans un premier temps, déjà, il faut comprendre que la civilisation occidentalisée, j'insiste sur la civilisation occidentalisée, il faut arrêter d'opposer l'Occident à l'Orient, c'est pas aussi simple que ça. C'est l'occidentalisation du monde qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, avec l'American Way of Life et la société d'hyperconsommation, est une civilisation qui est en péril aujourd'hui. Nous sommes tous en péril dans nos modes de vie, dans notre façon de vivre. Pourquoi ? Parce que notre façon de consommer et de concevoir l'économie est totalement hors sol. Hors sol au sens où l'être humain est un animal dénaturé. Nous avons perdu le contact avec le vivant. Nous avons perdu ce bon sens où on gère durablement les ressources qui assurent la survie d'une espèce. Et que se passe-t-il ? On se rend compte que notre capacité de prédation, Homo sapiens, c'est le plus grand prédateur que la planète n'ait jamais porté, puisque je vous rappelle que depuis 400 000 ans que nous sommes apparus, nous avons exterminé tous les grands mammifères en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et puis en Afrique depuis 2 siècles. Et d'ici la fin du siècle, il y aura sûrement beaucoup moins de baleines, voire presque plus, beaucoup moins de requins blancs, beaucoup moins de rhinocéros, de girafes. Le monde sauvage est en train de disparaître. Et non content, Jean-Marc en a parlé en introduction, non content d'exterminer les mammifères, on s'attaque depuis une 40aine d'années, une 50aine d'années aux insectes, puisque effectivement, comme tu l'as dit, 80% des insectes européens auraient disparu. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on continue dans cette voie-là, Homo sapiens va se rendre compte qu'aucune espèce animale végétale n'avait besoin de lui et que lui a tué, supprimé, éradiqué l'essentiel des espèces animales dont il dépend. Puisque si nous, personne n'a besoin de nous en tant qu'être pour survivre, nous, l'être humain, avons besoin de tous les animaux et de tout l'écosystème pour survivre. Et donc il est temps qu'on prenne conscience de notre inconscience, parce que Homo sapiens est dans une impasse tragique, une voie mortifère, qui va sonner la fin de l'humanité dans les prochains siècles, voire les prochaines décennies, si on ne réagit pas rapidement. Et parfois les gens me disent « Oui, mais Yannick, ça fait 400 000 ans que Homo sapiens est là, on s'en est toujours sorti. » L'homme avec un grand H s'en est toujours sorti. Et là, très vite, je leur rappelle, je leur dis « Attendez, c'est pas parce qu'on s'en est sorti pendant 400 000 ans qu'on va s'en sortir encore dans les 400 000 prochaines années, parce que ce que j'ai appris en finance, s'il me reste une chose, j'ai laissé mes économies, mais j'ai appris une chose, c'est que les performances passées ne prévalent pas des performances futures. Il n'y a aucune évidence à ce que Homo sapiens survive sur cette planète dans les prochaines décennies. Ça n'est pas gagné du tout. C'est à nous de le décider aujourd'hui, demain et dans notre quotidien. Et effectivement, des gens tirent la sonnette d'alarme, et comme l'a dit Jean-Marc en introduction, pourtant les réactions, elles sont assez limitées. Depuis la mi-novembre, on n'a pas vu le monde changer considérablement. Certes, il se passe des choses positives, je vous en parlais tout à l'heure, des initiatives qui sont tout à fait enthousiasmantes, mais globalement, l'inertie du système est telle que le monde met du temps à changer, et nous avons réussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à modifier durablement l'enveloppe qui nous accueille, c'est-à-dire cette planète qui est toute seule pour l'instant dans le système solaire. On accède là et on a réussi à la dégrader et à modifier le cheminement climatique, l'organisation du climat, et donc on appelle ça l'anthropocène. C'est la première fois que l'être humain est capable de modifier durablement la planète qu'il habite. Alors quand on applique ça à l'économie, parce que je ne vais pas parler que d'écologie, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une impasse, et donc je suis assez confiant sur le fait que nous allons changer de modèle économique assez rapidement.
Pourquoi on va changer assez rapidement? Parce que le modèle dans lequel nous sommes depuis la Seconde Guerre mondiale n'est pas tenable. Alors vous pouvez le tordre dans tous les sens. Ce n'est pas du tout idéologique, il n'y a pas de prosélytisme de ma part. On peut le tordre dans tous les sens, il suffit de regarder rationnellement, avec impartialité, l'état des stocks des ressources naturelles et on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à consommer comme nous avons consommé. Toute l'économie mondiale moderne, ce qu'on appelle le capitalisme moderne, repose sur un mythe qu'on appelle l'accès illimité et infini aux ressources fossiles. Une ressource fossile, par définition, ce sont des millions d'années de sédimentation. Pour avoir du phosphate, c'est de la fiente d'oiseau, par exemple. Et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. On ne pourra pas attendre 5 millions d'années pour avoir du phosphate. La réalité, elle est là. Et c'est un calcul extrêmement simple qui a été fait par des ONG. Vous prenez ce que consomme un Nord-Américain, donc vous regardez ce qu'il consomme en cuivre, en zinc, en plomb, en pétrole, pour faire tourner sa voiture, sa tondeuse, toutes ses consoles, etc. La surface au sol, pour manger de la viande aussi, il faut beaucoup de surface au sol pour produire le soja, les protéines végétales. Et on arrive à un calcul, 300 millions d'Américains consomment X ressources naturelles. Si on applique ça à 8 milliards d'habitants, ça fait combien de planètes? La réponse, c'est 5 planètes. Alors je sais que les experts se trompent tout le temps. On est tous d'accord, quand on est scientifique, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On peut se tromper. Mais se tromper de 1 à 5, ça fait quand même beaucoup. Alors imaginons qu'on se trompe de 1 à 2, c'est déjà trop. Qu'on se trompe de 1 à 1,1, comme l'Amérique latine, c'est encore beaucoup trop, puisqu'on n'a pas de planète B. Donc on peut le tordre dans tous les sens. Nous n'avons pas suffisamment de ressources naturelles fossiles pour pérenniser l'économie qui repose sur l'obsolescence programmée et la société du jetable. Ça, c'est une équation qui n'est plus tenable. Et pour montrer à quel point les choses sont en train de changer, on a parlé des poubelles qui commencent à poser un problème, nos déchets. La Chine ferme ses frontières aux déchets du monde entier. Et la Chine est en train de fermer ses frontières à l'accès aux ressources terres rares. Ces terres rares, comme leur nom l'indique, elles ne sont pas en quantité infinie. Il y en a un petit peu au Chili. Il y en a un peu en Bolivie, il y en a un petit peu au Canada, il y en a beaucoup en Chine. 95% de la production des terres rares, c'est la Chine, et notamment la Mongolie intérieure. Des conditions d'exploitation extrêmement polluantes, extrêmement dégradantes pour l'environnement, mais un stock essentiel à la technologie moderne, parce que si l'on veut des tablettes, des écrans plats, des ordinateurs, il faut du lithium, du terbium, du néodymium et tous ces métaux rares. Mais comme il n'y en a pas pour tout le monde, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Les Chinois vont couper le robinet tout doucement. Pour l'instant, ils ont besoin de nous, ils ne vont pas arrêter de nous fournir immédiatement. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a une grande zone commerciale Asie-Pacifique qui s'est développée, vous croyez qu'ils vont continuer à vendre l'antera aux Américains, aux Européens? Ils vont dire, ou alors les prix vont flamber, et donc on va être restreint en matériaux électroniques. Alors les sceptiques me diront, mais des ressources, il y en a plein, il y en a encore partout. Puis on a beaucoup de chance, les glaces sont en train de fondre, le Groenland va être dégagé l'été, on va pouvoir les forer du pétrole, du gaz, du plomb, du nickel, les routes maritimes sont en train de s'ouvrir, c'est génial. La problématique, c'est qu'au-delà des conséquences écologiques du dérèglement climatique, les ressources fossiles faciles d'accès sont derrière nous. C'était le 19e siècle et le 20e. Aujourd'hui, le pétrole, regardez le pétrole. Le pétrole texan, le pétrole au Moyen-Orient, pétrole facile, on creuse, ça jaillit. Ça, c'est fini, c'est une question de décennies. Le pétrole d'aujourd'hui, les nouveaux champs qu'on explore, c'est quoi? C'est du offshore profond. Au large du Niger, au large du Brésil, au large du Venezuela et du Brésil, pour aller chercher du pétrole à 3000 mètres de profondeur, il faut dépenser de l'énergie pour fabriquer les matériaux, les tubes sans soudure, la plateforme pétrolière, et aller forer avec beaucoup d'énergie à 3-4 000 mètres pour faire jaillir quelques barils. Et donc arrive le fameux pic où, quand vous dépensez 10 barils d'énergie pour construire l'infrastructure et la faire tourner et aller extraire 10 barils ou 10,5, bah vous arrêtez. Et c'est ce qui va se passer dans les prochaines décennies. On va arrêter d'exploiter les ressources fossiles pour des questions écologiques, on va y venir, et pour des questions purement économiques, parce que ça n'aura plus d'intérêt d'aller chercher des ressources trop coûteuses en offshore profond. Et comme le baril du pétrole en plus n'est pas à 300 $ le baril, l'exploration offshore à 65 $ actuellement, c'est très coûteux, c'est pas forcément facile techniquement, économiquement. Et Pouyanné, le patron de Total, qui n'est pas forcément un écologiste, vous le savez très bien, il ne porte pas ça dans son cœur de manière naturelle, il y vient par la force des choses, a quand même déclaré il y a 15 jours au journal Le Monde qu'effectivement il y avait un petit souci à partir de 2020. Alors non pas qu'il n'y ait plus de réserve, mais que les investissements n'ont pas été réalisés. Baisse de la demande, coût du pétrole qui ne permettait pas d'investir beaucoup, on rentre dans une forme de pénurie tranquille qui s'installe, et c'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour nous. Et même au niveau de cette fameuse transition écologique que tout le monde essaye de réaliser un peu partout dans le monde à son rythme, avec plus ou moins de succès, il faut comprendre que même la transition actuelle que nous menons est dépendante des métaux rares, encore une fois. Et donc, si nous faisons une transition écologique en France avec des batteries au lithium, elles tournent à l'énergie nucléaire, ce sont des voitures nucléaires, ce n'est pas des voitures électriques. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat du nucléaire, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut quand même le comprendre. Ce sont des voitures nucléaires, première chose, donc il y a de l'uranium, il y a des déchets derrière, il y a un bilan carbone pour construire des centrales. Et puis, le lithium, il vient de Bolivie essentiellement aujourd'hui.
extraction minière, pollution. Donc on déporte la pollution sur la Bolivie, et puis on dépend du lithium et du cobalt. Et comme vous savez que le cobalt vient de la République centrafricaine et qu'il n'y en a quasiment plus de cobalt, 50% du stock a été déjà épuisé, le véhicule au lithium, il ne va pas durer très longtemps. C'est une question de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il va falloir passer à la pile à combustible comme ça commence ou d'autres énergies. Mais il faut tout de suite aller vers une transition non dépendante des métaux rares et des métaux précieux. Et là, on n'y est pas encore. Le platine, l'or, etc. commence à manquer. Et la problématique, vous allez vite comprendre que le modèle économique est condamné, qu'on va changer de modèle, qu'on le veuille ou non, parce que toute l'économie mondiale depuis les années 30 repose sur le prêt à jeter. Alors pourquoi je dis les années 30 ? Parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle Robert Landon, qui est agent immobilier américain, et qui, face à la crise de 29, constate la misère sociale aux États-Unis. Et ce monsieur a une idée de génie à l'époque. Il dit à ses compatriotes, pour relancer l'économie américaine, il faut que les entreprises produisent plus. Pour que les entreprises produisent plus, il faut faire des produits moins solides, il faut faire du jetable. Et il va voir Henry Ford et lui dit, tes voitures, quand tu auras équipé tous tes salariés, tu les vendras à qui ? Donc, il faut changer la forme, changer la couleur, et puis faire des moteurs un peu moins solides, de façon à ce qu'ils renouvellent tous les 30 ans, par exemple. Et il invente le marketing, le design, l'obsolescence programmée. Et il écrit un livre, En finir avec la Grande Dépression grâce à l'obsolescence programmée. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, ce livre, sur Amazon et autres. Et en 1945, le gouvernement américain, les écoles d'ingénieurs, des gens comme vous, sont formés à l'obsolescence programmée. Les anciens ingénieurs qui sont nés en 1900, eux, ils disent, mais attendez, c'est pas possible de faire du jetable, de faire des produits pas solides, mais ça n'existe pas. Culturellement, ce n'est pas pensable. Et le jeune ingénieur qui rentre dans l'école, à qui on explique que l'avenir, c'est un nylon qui se dégrade naturellement à la lumière pour que les collants des femmes soient moins solides, du Pont de Nemours, bah lui, il le fait, puisqu'il a été éduqué, formé comme ça. Et on rentre dans le prêt à jeter. Et c'est ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'est l'euphorie de l'économie américaine, européenne. Et aujourd'hui, on l'a mondialisé, cette obsolescence programmée. La problématique, c'est que cette idée qui était très bonne en 1950, en 1940, quand on l'a lancée avec l'American Way of Life, le plan Marshall, est une aberration aujourd'hui en 2018. Ça n'a aucun sens, ça relève du fantasme. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'économistes qui fantasment. Oui, exactement. Ils sont dans un fantasme où ils parlent de croissance du PIB, de la consommation mondiale, sans se poser la question des ressources et puis de la démographie. Parce que regardez la courbe. Bon, volontairement, l'échelle est très serrée pour que ce soit spectaculaire. Elle nous dit quoi, cette courbe ? Qu'en 1945, quand on a lancé l'obsolescence programmée, 500 millions d'individus en ont profité. Point. 250 millions de Ouest européens, qui venaient d'être libérés du nazisme par les Américains, et puis 250, 300 millions de Nord-Américains qui allaient profiter de la société du jetable. Donc 500 millions d'individus s'accaparent toutes les ressources naturelles fossiles de la planète, parce que je vous rappelle qu'on est encore dans les colonies. On a commencé à la Renaissance, et jusqu'aux années 60, on est en pleine colonie. Donc les ressources, elles nous appartiennent. On les prend, on se sert, on les transforme, on les consomme, on les jette. Et on peut les jeter allègrement. Parce que qui parle de pollution atmosphérique, de pollution des eaux et des sols en 1950 ? Personne. Personne. Tout le monde s'en moque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore eu le premier homme qui est allé dans l'espace, le premier astronaute frappé de ce qu'on appelle l'overview effect. Les premiers hommes qui sont allés dans l'espace ont été frappés par la beauté de la Terre. Et quand ils sont revenus, ils n'arrêtaient pas de parler d'humanité, de poésie, de beauté, de protection du vivant, de protection de la Terre. Et dans la foulée, vous avez deux associations qui se créent. Greenpeace, les Amis de la Terre en 1971, et c'est le début de la prise de conscience écologique dans les années 70. Mais entre 1945 et 1980, grosso modo, l'écologie, ce n'est pas un problème. C'est une petite minorité qui porte ces idées-là. Mais l'économie mondiale n'en a rien à faire. Et aujourd'hui, on continue à vouloir pérenniser un mythe, celui de la croissance infinie et de la société jetable, alors que les ressources sont en quantité limitée. Nous en aurions consommé, je dis bien au conditionnel, 80% déjà du stock fossile. J'ai dit au conditionnel, c'est un ami chercheur qui m'a dit ce chiffre un jour, mais peut-être qu'il se trompe, c'est peut-être 70%. Mais d'ici la fin du siècle, ça ne change rien de toute façon. On a consommé les ressources, on n'est plus dans le même contexte géopolitique, tout le monde veut accéder à ces ressources, tout le monde veut faire du jetable, ça génère des déchets, ça génère de la pollution, et ça génère énormément de gaspillage. Alors vous allez me dire, le problème c'est la démographie, il faut moins d'êtres humains. Je reviens sur le slide de tout à l'heure. Pourquoi je vous ai mis la Corse ? Parce que c'est un peu facile de dire que le problème il est démographique et que c'est un problème de surpopulation mondiale. L'humanité tient debout sur la Corse. Faites le calcul. Vous regardez la surface en centimètres carrés de la Corse, vous avez 20-30 cm² par personne, vous mettez 7 milliards d'habitants debout sans aucun problème. Donc ce n'est pas un problème de surface terrestre, c'est un problème de qu'est-ce que nous mettons dans nos assiettes et qu'est-ce que nous mettons sur nous et qu'est-ce que nous consommons comme objet. Il est là le problème. C'est nos modes de consommation, ce n'est pas la surface terrestre. Elle peut nourrir 12 milliards d'habitants sans aucun problème.
Par contre, si on mange tous du bœuf, ça ne rentre pas dans l'équation. Ce n'est pas possible. Il faut déforester l'Amazonie pour faire pousser du soja. Donc ça va poser d'autres problèmes. Et quand on sait qu'en plus, on jette 41 tonnes de nourriture par seconde dans le monde, ça en dit long sur cette société du gâchis et du jetable. Et cette société, ce modèle économique inventé dans les années 30 et développé pendant les 30 Glorieuses, génère en plus énormément de pollution sous toutes les formes, pollution atmosphérique, pollution des eaux, pollution des sols. Je disais un truc très inquiétant il y a quelques jours. Apparemment, il y a un stock de mercure colossal dans le permafrost qui est en train de fondre et ça risque de se libérer dans les océans. Et vous savez que le mercure, c'est pas bon pour l'être humain. Ça fait un petit peu peur aussi. Après, je passerai aux bonnes nouvelles. Les conséquences de ce choix économique fait dans les années 30-40, c'est donc des conséquences climatiques dues à la pollution. Et aujourd'hui, on commence à voir le coût économique et humain de ce dérèglement climatique. Jusqu'ici, c'était un petit peu un mythe pour certains. Il y avait quelques climato-sceptiques. Aujourd'hui, j'en rencontre fort heureusement beaucoup moins. Je vois plus de climato-sceptiques quasiment. Ils sont très très discrets. Parce que quand on vit des choses comme celle-là, on se rend compte que c'est dévastateur. Et j'étais aux Antilles il y a un mois, les gens m'ont raconté ce qu'ils ont vécu à Saint-Martin. Les rideaux de fer des magasins, vous voyez, c'est solide un rideau de fer. Ils étaient pliés à 45 degrés par la force du vent. Les anémomètres ont bloqué, ils ne savent pas si le vent était à 300, 350, 400, 450, à 300 ça bloquait. Et c'était Saint-Martin, une petite île. Et économiquement, Saint-Martin, ça va coûter 2 milliards à reconstruire. Le jour où on a un ouragan qui dévaste les États-Unis ou le nord de l'Europe, c'est combien de milliards? Qui va payer? Et je ne parle même pas des conséquences humaines, où notre écosystème humain n'est pas résilient. Quand il y a un ouragan, il n'y a plus d'énergie. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de logistique, il n'y a plus rien. Donc il faut se débrouiller, revenir aux chasseurs-cueilleurs d'il y a 300 000 ans. On en est là aujourd'hui. On a un système économique humain qui n'est pas résilient face à ces problématiques qui sont prégnantes et qu'aujourd'hui on commence à toucher du doigt et ça ne peut que s'accélérer malheureusement dans les prochaines années. Conséquence de tout ça, et là on rentre dans la complexité, l'enchaînement des effets, c'est que derrière, on aura des problématiques agricoles. 8 milliards d'habitants qui doivent manger tous les jours pour être socialement, on va dire, sereins et ne pas se révolter et ne pas se faire la guerre, ça veut dire une agriculture efficiente face à un dérèglement agricole et des volatilités de température très fortes. Et aujourd'hui, vous avez des gens dans la zone subtropicale qui travaillent déjà sous des conditions de chaleur extrêmement difficiles, avec des pluies torrentielles, des sécheresses, des pluies torrentielles, des sécheresses. Tout ça va s'aggraver aussi. Et se pose la question, comment allons-nous produire suffisamment d'alimentation pour le plus grand nombre dans des conditions atmosphériques qui se dégradent? Et si vous avez suivi l'actualité la semaine dernière, la ville du Cap, qui est une grande ville occidentalisée, au sens où vous avez un mode de vie équivalent à ce que nous vivons nous les Européens, eh bien la ville du Cap va être la première ville avec le jour zéro. Je crois que c'est prévu pour le 11 mai. Le 11 mai, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau au Cap. Les nappes phréatiques seront à zéro. Enfin zéro, elles sont à 13,5% de leur capacité. 13,5%, c'est-à-dire qu'on ne peut plus alimenter la ville en eau. Le Cap commence à connaître une restriction d'eau et l'armée a été déployée dans la ville devant tous les points d'eau. Ça, c'est le début des problématiques que nous devons affronter au XXIe siècle. Vous voyez l'enchaînement. Quatrième conséquence de cette vision économique, c'est qu'on déstabilise l'agriculture, on déstabilise les équilibres sociaux via l'accès à l'eau. Derrière, vous avez des gens qui migrent de plus en plus, et c'est tout à fait naturel. Pourquoi on a autant de migrations actuellement, et ce n'est pas encore des réfugiés climatiques? Parce que oui, il y a des conflits en Libye, en Irak, en Syrie, il y a des migrations, on va dire, dues à ces conflits militaires, mais il faut comprendre aussi que cette région du monde a connu une sécheresse millénaire, la plus forte depuis 1000 ans, en 2016. Et donc, cultiver aujourd'hui en Irak, en Libye ou en Syrie, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, il n'y a pas assez d'eau. Donc, migration. Le Maroc, en ce moment, manque d'eau. Il y a eu de la pluie en janvier, heureusement. Donc ça veut dire quoi? Des vagues de migration de plus importantes, lesquelles déstabilisent les régimes européens qui ont du mal à ouvrir les bras et à accueillir et à intégrer les migrations. Et pourtant, l'humanité a besoin des migrations, parce qu'il faut arrêter de dire que le taux de natalité africain est un problème, comme me disent certains. Ce n'est pas un problème du tout, c'est un problème pour l'Afrique, au sens où il faut nourrir tous ces gens-là sur place, oui bien sûr, mais au niveau mondial, nous avons besoin des migrations, parce que nous avons besoin de rajeunir la population mondiale. Regardez ce graphique, c'est l'évolution de la population entre 1950 et 2050, la propension des jeunes en 1950 était très forte, ce sont les courbes jaunes en bas, elle sera beaucoup plus faible en 2050. La propension des personnes âgées en haut était faible en 1950, elle sera beaucoup plus forte en 2050. Quid d'une société où les personnes âgées sont de plus en plus importantes et où les plus jeunes sont de plus en plus minoritaires? Alors si vous prenez l'Europe, je n'ai pas mis le schéma de l'Europe, mais c'est pire. Taux de natalité qui baisse, taux de vieillissement qui monte, au milieu, qui va s'occuper des personnes âgées?
il faut des jeunes. Donc il faut des migrations et il faut accueillir les migrants à bras ouverts et intégrer au plus vite ces personnes dans un modèle économique et social soutenable, bien entendu. 5e facteur d'effondrement de notre système, et après je passe à autre chose, c'est la finance. J'ai passé une vingtaine d'années dans le monde financier. Alors je spéculais beaucoup, moi, tous les matins, tous les jours. Je m'amusais comme un fou. Et à l'époque, je ne faisais pas trop le lien entre ma spéculation et les conséquences que ça peut avoir sur l'agriculture. Et le jour où j'ai compris, là, j'ai tout arrêté. Ça a commencé dans les années 2000 et 2007, c'était fini, je ne touchais plus à rien. Alors vous me direz, j'ai mis du temps à comprendre, mais bon, on ne va pas tous à la même vitesse, hein, je suis désolé. Et ce que j'ai constaté dans la finance entre les années 90, quand j'ai commencé à spéculer un peu, et les années 2005-2010, c'est que la déréglementation financière amorcée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher dans les années 80-90 nous a ouvert une boîte de Pandore. On est parti dans une finance qui n'a plus aucun intérêt économique, social, humain. C'est une finance qui tourne sur elle-même, en circuit fermé, et qui nous fait courir le risque d'un krach majeur qui mettra un point final au système capitaliste mondial. Et vous dire ça, ce n'est pas de l'anticapitalisme primaire, c'est de la lucidité. C'est qu'après avoir travaillé une bonne vingtaine d'années dans le capitalisme financier, aujourd'hui, je vous assure que la fête est bientôt finie. Pourquoi ? Parce que, on a déshumanisé la finance, on l'a déréglementée, donc déjà, il n'y a plus de cadre. Il y a des cadres locaux, la SEC aux États-Unis, l'AMF en France, mais au niveau mondial, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre mondial, l'argent circule librement. Et puis, on est en train de déshumaniser la finance depuis quelques années déjà, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'êtres humains. Ah tiens, j'ai pas vu que les titres étaient coupés en haut. Bon, quand les traders sont remplacés par des robots. Et donc, chez Goldman Sachs, par exemple, qui est une banque ou un fonds d'investissement extrêmement important, selon la manière dont on voit les choses, chez Goldman Sachs, il y avait 600 traders en 2000, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Ce sont des robots qui passent des ordres toute la journée. C'est de la finance algorithmique, parce qu'un algorithme, il passe 200 transactions à un battement de cils, il ne mange pas, il ne fait pas grève, il ne prend pas de vacances. Et si vous, en tant qu'ingénieur, vous programmez l'algorithme comme il faut, vous allez faire des merveilles. Et votre algorithme va se battre contre l'algorithme de la Société Générale, de la Deutsche Bank, du Credit Suisse et de Goldman Sachs. C'est du jeu vidéo. Et ça marche très très bien. La problématique, c'est que cette finance mondiale, aujourd'hui, elle a un carburant pour tourner, qu'on appelle la dette. Tout tourne autour de l'argent facile. On a gonflé le montant de la dette depuis 20 ans. Pourquoi on a gonflé le montant de la dette ? Parce qu'il fallait que les gens consomment. Et comme les salaires ont baissé à partir des années 90 avec le retour de la Chine sur la scène internationale, on a diminué les salaires, enfin on a maintenu les salaires sans inflation en Occident. Les gens consommaient moins, l'immobilier montait, endettez-vous pour consommer plus. On continue à pédaler, tout va bien. La problématique, c'est que cette dette mondiale, elle est colossale. Pour vous donner un chiffre, le montant de la dette américaine est de 20 000 milliards de dollars. 20 000 milliards de dollars, c'est un tiers du PIB. C'est colossal. Et la question n'est plus de savoir s'il va y avoir krach financier ou crise financière majeure dans les prochaines années ou les prochains mois ou les prochaines heures, parce que ça peut arriver n'importe quand. Le propre d'un krach, c'est qu'il n'est pas prévu. Tout ce qui est prévu est pricé, est dans le marché. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout ce qui n'est pas prévu génère la panique. Et donc maintenant, ça fait 10 ans, là, depuis 2008, qu'on n'a pas connu de panique financière. La prochaine, elle est imminente. Est-ce que c'est demain matin, est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est cette année, je ne sais pas quand. Mais quand ça va arriver, le risque est que cette fois-ci, des grandes banques internationales soient au tapis et ne se relèvent pas. Rideau de fer, ça tombe, on ferme et on vous dit votre argent, mais il n'existe pas, c'est de l'écriture informatique. On a un krach mondial, les liquidités, les billets, non, on n'a pas la contrepartie, donc vous prenez 200 € par mois et vous vivez avec, vous débrouillez. Et puis vos contrats d'assurance vie, ils ont perdu 90% de la valeur. On est désolé, c'est un krach mondial, on ne l'avait pas prévu. C'est ce qui risque de se passer malheureusement. Pourquoi ? Parce que l'argent facile qui a permis de relancer l'économie mondiale après 2008, pour sauver le système bancaire international, c'est fini. C'est fini, les taux remontent, les Américains remontent leur taux d'intérêt, l'Europe va devoir remonter ses taux d'intérêt dans les prochains mois ou les prochaines années. Et le risque, c'est que les marchés paniquent, parce que c'est comme un junkie à qui on retire une seringue dans le bras. Si on la retire brutalement, c'est l'overdose. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et ça a commencé la semaine dernière avec des soubresauts à Wall Street, moins 10% en quelques jours, soubresauts sur les places européennes. C'est la répétition, à un moment donné, ça va craquer. Et c'est une bonne nouvelle. Pas pour votre patrimoine peut-être, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins ça va peut-être catalyser les choses et ça va peut-être nous obliger à repenser la solidarité, les circuits courts, l'économie locale, parce que face à ces événements, il faudra s'organiser. Les Grecs l'ont fait, tout n'a pas été résolu, mais ils ont redécouvert l'autonomie locale dans certains quartiers, voire les monnaies locales créées pour faire face à la pénurie de monnaie. Et l'autre problématique de système financier économique, c'est qu'aujourd'hui, la finance mondiale ne redistribue plus les richesses comme elle est redistribuée pendant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que Milton Friedman, dans les années 70, avait modélisé l'économie.
Une entreprise a pour but de créer de la valeur financière, laquelle valeur financière est redistribuée sous forme de dividendes et de salaires, et lesquels permettent de consommer et donc de faire tourner les entreprises. C'est un cercle vertueux. Et jusqu'aux années 2000, jusqu'à George W. Bush Jr., on avait ce cercle vertueux qui fonctionnait bien aux États-Unis. Les gens s'enrichissaient progressivement, consommaient, s'enrichissaient, consommaient. Et aujourd'hui, on a une rétention de la richesse financière mondiale dans la stratosphère financière au-dessus de nos têtes, et un goutte à goutte qui tombe dans l'économie réelle. Le circuit, la circularité, le cercle vertueux ne fonctionne plus comme il devait fonctionner. Et on en arrive à des écarts de richesse extrêmement inquiétants au niveau mondial et au sein des pays, qui fait que les classes moyennes, les nouvelles classes moyennes dont les plus jeunes font partie dans la salle, vous serez les classes moyennes de demain, vous serez beaucoup plus pauvres que vos parents, beaucoup moins aisés que vos parents. Et donc j'aimerais bien qu'on m'explique comment, avec une paupérisation des classes moyennes occidentales, on va relancer une économie qui repose sur l'hyperconsommation de produits obsolètes, sachant qu'en plus on n'a pas les ressources naturelles pour pérenniser ça et qu'on a un problème écologique. Vous voyez, je voulais en arriver là, c'est que quand on met tout ça bout à bout, c'est plié, c'est fini, ça ne rentre plus dans les cases. Il faut changer de damier. Il faut changer le damier, on change de jeu de go, on change de stratégie, il faut passer à autre chose. Et en plus de tout ça, le modèle économique moderne dans lequel nous sommes depuis les années 30, 40, ne rend pas les gens heureux, puisque le taux de burn-out, le taux de dépression ne cesse d'augmenter en Occident, et le couple bonheur égale hyperconsommation commence à être remis en question par certaines personnes qui s'interrogent, j'appelle ça le paradoxe occidental, plus les Occidentaux s'appauvrissent, plus ils s'interrogent sur le bien fondé d'hyperconsommer des produits obsolètes. Et pourtant, dans la presse, on ne parle que de la croissance du PIB. Cocorico, plus 3,7% cette année, peut-être plus 3,9%. C'est génial, l'économie mondiale croît. Mais on croit en quoi? Quand je rencontre des gens qui me parlent de la croissance du PIB, je leur dis, mais de quelle croissance parlons-nous? Croissance de votre bien-être, de votre épanouissement, croissance du plaisir quotidien, croissance des énergies alternatives, croissance d'une économie soutenable, équitable? Non. Croissance du PIB. Et le PIB, est un indicateur aussi obsolète que l'économie qu'il mesure. Ce que disait Bob Kennedy en 68 est toujours d'actualité, en 68, pardon. Il nous disait le PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoias ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, ni de la qualité de leur instruction. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. En un mot, le PIB mesure tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le PIB ne mesure rien d'intéressant. Et on reste pourtant dans le culte du PIB. C'est hallucinant. Et pour montrer à quel point c'est absurde, si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 semaines, la France a décidé de s'aligner sur les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Italie. On va intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB. Alors normalement, on aurait dû intégrer aussi la prostitution, mais là, ça fait beaucoup pour les Français. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, Eurostat, l'organisme européen qui calcule les statistiques équivalent à l'INSEE en France, a dit aux pays européens, si on veut relancer la croissance, enfin ils ne l'ont pas dit comme ça, mais si on veut mesurer la vraie activité économique, il faut intégrer l'économie parallèle. Drogue, prostitution, c'est des milliards d'euros. Donc il faut l'intégrer dans le PIB. Les Anglais l'ont fait, les Italiens l'ont fait, les Espagnols l'ont fait, les Portugais l'ont fait, les Pays-Bas, Royaume-Uni, et nous la France, non, on a joué un peu enfin, bref, on s'est un peu offusqué. Non, pas nous. Par les pays des Lumières, on ne va pas intégrer la drogue et la prostitution. Là, on commence par la drogue. L'année prochaine, ce sera la prostitution. Alors, les économistes disent, mais non, mais c'est que 0,1% de variation, c'est rien. Voilà. Il n'empêche que c'est bienvenu. Et puis, on peut se poser des questions sur un PIB qui intègre l'économie parallèle dans son calcul. Et ça m'amène au fait qu'il faut nous réconcilier avec les bases de l'économie. Et l'économie, en grec, le mot s'écrit oikonomia. Oiko, la gestion, nomia, du domaine. La gestion du domaine. Un économe dans une structure, une collectivité, c'est quelqu'un qui gère les flux entrants et qui gère les flux sortants pour que tout le monde mange et vive décemment. Ce n'est pas quelqu'un qui court après la rentabilité et le plus d'argent à la nanoseconde. La crise crématistique, comme disait Aristote, dans laquelle nous sommes, l'argent devient la finalité d'une civilisation, c'est ça la crématistique, on est en plein dedans. Ce n'est pas l'économie, c'est une déviation, une dévoyance, c'est une mauvaise interprétation de l'économie. Il faut revenir à ça. Et même pour les entreprises, quand on parle de faire des bénéfices, je vous encourage, s'il y a des dirigeants en salle, à faire des bénéfices, parce que bénéfice en latin, ça veut dire beneficio, qui fait du bien. Donc faisons du bien, dégageons des bienfaits. Ce n'est pas toujours l'interprétation qu'on en a, malheureusement. Et pour montrer à quel point ce que nous vivons, finalement, c'est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, c'est une parenthèse, si on prend
une échelle de 6 jours, qu'on soit croyant ou pas croyant, ce n'est pas le problème, c'est l'échelle de 6 jours qui est intéressante. 6 jours, la Terre, ce serait... on prend ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années et aujourd'hui, on ramène ça en 6 jours. Ça veut dire quoi? Que la planète apparaît le lundi à 0 heure, donc c'est de la poussière d'étoiles en fusion. Le lundi, mardi, mercredi jusqu'à midi, la Terre se forme. La vie commence mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique pendant les 3 jours suivants. Samedi après-midi à 4 heures, les grands reptiles apparaissent. 5 heures plus tard, à 9 heures du soir, lorsque les séquoias sortent de terre, les grands reptiles disparaissent. L'homme n'apparaît qu'à minuit moins 3 minutes. Le Christ naît un quart de seconde avant minuit. À 1/40e de seconde avant minuit commence la révolution industrielle. Il est maintenant minuit samedi soir et nous sommes entourés de gens qui croient que ce qu'ils font depuis 1/40e de seconde peut continuer indéfiniment. C'est extrêmement difficile pour le contemporain d'un monde d'imaginer que ce qu'il fait ne va pas être pérenne, parce que nous avons une vision de l'avenir en futur antérieur. Nous avons l'œil dans le rétroviseur et nous avançons en nous disant « c'était pas mal hier, ça va être bien demain ». Alors, ce que nous vivons là, l'hyperconsommation, la destruction du vivant, la destruction de la planète, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité qu'il faut vite refermer si on veut que l'humanité survive à son inhumanité. Alors la question, c'est pourquoi avons-nous tant de mal à changer? Parce que le déni, il est là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ouvrent les yeux, et il y a beaucoup d'initiatives intéressantes partout dans le monde. Il y a eu l'alerte des 15 000 scientifiques, il y a eu 23 COP, quand même. La maison brûle, disait Chirac, on en est quand même à la 23e. Et pourquoi on a tant de mal à changer? Eh bien, la réponse est dans la photo, parce que nous sommes des grands primates. Les grands primates sont nos cousins, et l'être humain, Homo sapiens, est un grand primate, malgré toute l'arrogance qu'il peut avoir, on reste des primates. Et le primate est un animal peureux, qui ne lâche jamais la branche sur laquelle il est assis, s'il n'est pas sûr d'attraper la branche en face qu'il a identifiée. Un primate est toujours dans une zone de confort. Quand il se lance dans le vide, il sait pertinemment qu'il va attraper la branche qui l'intéresse. Et rarement, ces genres de primates, vous les voyez tomber par terre, s'écraser, ils ne tombent jamais. Et donc, nous sommes des grands primates, et aujourd'hui, on nous demande de quitter une branche pourrie qui est celle de l'obsolescence programmée, de la destruction du vivant, pour aller vers une branche de la frugalité et de la sobriété. Sobriété énergétique, frugalité dans la consommation. Et là, vous avez beaucoup de gens qui crient « Oh, mais ça va être beaucoup moins bien. J'aurai pas de console, j'aurai pas de téléphone, j'aurai pas mes 5 voitures, j'aurai pas tous mes déchets, mais ça va être affreux. » Ils n'arrivent pas à imaginer que la branche de la frugalité et de la sobriété puisse être beaucoup plus humaine, beaucoup plus agréable et beaucoup plus bénéfique à leur développement personnel que la branche pourrie sur laquelle ils sont assis. Donc il faut rendre ça joyeux et surtout leur montrer que ça va arriver de toute façon quoi qu'il se passe, quand bien même ça serait difficile, parce que rappelez-vous que les contemporains d'un monde ne peuvent pas imaginer le monde d'après. Ce que l'on est en train de vivre, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle rupture paradigmatique, comme on dit, ou systémique, comme on dit dans le langage scientifique, une rupture où l'histoire de l'humanité est en train de changer violemment. Et si on prend, hormis le néolithique avec l'invention de l'agriculture, on est devenu nomades sédentaires alors qu'on était nomades chasseurs-cueilleurs, il y a une autre rupture très proche qui est aussi forte que l'agriculture, c'est la Renaissance. Et les tenants du monde médiéval, qu'on soit seigneur ou serf à l'époque, ne pouvaient pas imaginer la gouvernance monarchique, constitutionnelle ou républicaine, ne pouvaient pas imaginer des technologies comme la révolution industrielle et tout ce que ça apporte aujourd'hui. C'était inimaginable. Eh bien aujourd'hui, mettez-vous à la place de ces contemporains-là, c'est-à-dire nous, et essayons d'imaginer le monde qui va arriver ici. Vous allez me dire, tout ce que raconte Yannick, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera pas. Qui vous dit qu'on aura encore des smartphones dans les mains? Qui vous dit qu'on aura encore des voitures et des ressources fossiles dans 30 ans, dans 40 ans? On n'en a aucune assurance. Mais on s'acharne, on s'attache à anticiper le monde de demain à l'aune du monde présent. Et ça, c'est un biais intellectuel, un biais cognitif extrêmement dangereux. On a énormément à se remettre en question sur le monde en devenir. On aura des surprises avec des ruptures philosophiques, des ruptures sociologiques, des ruptures écologiques, des ruptures technologiques et une rupture économique. Le monde de demain ne ressemblera pas du tout au monde d'aujourd'hui. Et cette transition, elle va très très vite. Il y a une accélération du temps de l'histoire. Autant le néolithique, on pense que l'agriculture a mis 3 à 4 000 ans à faire le tour de la planète, en partant d'Afrique. On estime que la Renaissance a duré 3 à 4 siècles, à peu près. Et la Renaissance actuelle que nous sommes en train de vivre, elle va durer encore 25-30 ans. Elle a commencé il y a 25 ans avec l'apparition d'Internet dans le grand public dans les années 90. Et ça a bouleversé nos modes de vie. Ça va continuer encore quelques années et le monde va basculer. Regardez l'accélération du temps de l'histoire, c'est simple. Il a fallu 38 ans à la radio pour toucher 50 millions de clients. Il a fallu seulement 35 jours en Angry Birds pour toucher 50 millions de joueurs. Et il a fallu seulement 15 jours à Pokémon Go pour toucher près de 50 millions d'utilisateurs. Ça ne veut pas dire que Pokémon Go est un jeu passionnant, intéressant. Ça nous dit juste que si demain, il y a rupture énergétique quelque part dans le monde, s'il y a un ingénieur ou un ingénieux parmi vous qui découvre un procédé auquel personne n'a pensé, et que cette rupture énergétique, tout le monde peut l'utiliser, fabriquer chez lui la petite machine qui permet d'allumer sa télévision, son réfrigérateur, etc.
Qu'est-ce qui se passe? En 2 clics, la planète entière le sait. On est informé. Alors que la Renaissance, il fallait 30 ans pour que l'impression mécanisée se développe. En quelques jours, les plans sont diffusés en open source partout dans le monde. Donc des ingénieurs, des ingénieux commencent à bricoler. Avec des imprimantes 3D, on fabrique l'objet. En quelques semaines, des startups se créent, des entreprises s'emparent du produit. En 2-3 ans, Exit, Total, Exxon, GDF, Enedis, tous ces gens-là, on n'a plus besoin. Parce qu'on aura aboli les ressources fossiles grâce à une rupture technologique que personne n'imaginait. Et le catalyseur Internet est un accélérateur de transformation phénoménal. Internet n'est pas une fin en soi, c'est un catalyseur de transformation. Ça accélère le temps de l'histoire. Donc ce que l'on vit, c'est une nouvelle renaissance, une période clair-obscure. Je ne vais pas vous refaire tout le speech sur la renaissance, j'ai suffisamment fait dans la région déjà pendant pas mal d'années. Mais juste quelques rappels quand même. La renaissance, c'est quoi? C'est une rupture technologique qui permet de diffuser la connaissance. Aujourd'hui, ce n'est pas l'impression mécanisée, c'est les réseaux, depuis les années 90 aux États-Unis et dans le monde. Ça aboutit à une connaissance qui circule, laquelle stimule l'innovation. Et que l'on soit pro-techno ou pas du tout techno, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'hyperloop, les voitures volantes, les androïdes, non pas que ça soit, pour moi, extraordinairement intéressant, mais il faut constater qu'il y a 10-15 ans, on n'imaginait même pas ce genre de choses. C'était du Blade Runner, c'était du Isaac Asimov. Ce n'était pas une réalité. On touche la réalité, on rentre dans un scénario de science-fiction. Derrière, le fait que l'intelligence artificielle envahisse notre quotidien, et ça a déjà commencé dans la finance avec les algorithmes depuis longtemps, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal, la question est qu'est-ce qu'on en fait. Et ça même une question à vous, ingénieurs, pour certains, on va innover beaucoup, 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 mais pourquoi faire? Elle est là la question. Est-ce que utiliser des métaux lourds, des métaux précieux comme le platine, l'argent, l'or, le terbium, pour fabriquer un petit oreiller qui vous dit que vous avez bien dormi, est-ce que c'est utile? À Las Vegas, il y avait énormément d'innovations qui n'ont aucun sens au CES. Ça n'a pas de sens. Vu la pénurie de ressources, il faut se poser les questions de l'utilité de l'innovation. Est-ce que c'est un bienfait, un bénéfice pour l'humanité? Et auquel cas, utilisons le stock de ressources restantes pour innover. Mais quand vous savez qu'on met du fil d'argent dans les chaussettes pour que ça sente moins, on est en droit de s'interroger. Parce qu'une chaussette, ça se lave. Le fil d'argent, l'argent, on en a besoin. C'est une ressource qui sera très précieuse. Et l'innovation peut aussi déboucher vers des dérives comme le transhumanisme, dont vous avez sûrement entendu parler, donc des êtres humains qui deviennent des demi-dieux, voire qui dépassent, qui arrivent à vaincre la mort. Et aujourd'hui, dans la Silicon Valley et en Chine, on parle moins des Chinois, mais les Chinois, c'est la même chose. Il y a des milliardaires chinois qui investissent énormément d'argent pour vaincre la mort et pour créer une caste de métabarons, comme on peut l'imaginer, qui vivraient sur des îles artificielles sans aucune loi, au milieu du Pacifique. Il y a déjà des projets en cours. Et ces transhumanistes, finalement, nous proposent une société clivante avec des surhumains, des hommes augmentés, et puis les autres. Parce qu'il n'y aura pas assez de ressources naturelles pour créer 8 milliards de transhumanistes, il ne faut pas rêver. Et si on crée 8 milliards de transhumanistes, vous imaginez la vie éternelle? Ça veut dire qu'on arrête de manger, on mange des gélules de spiruline. Et encore, comment on fait pour vivre ensemble? Donc plus d'enfants, plus de renouvellement de génération. Est-ce que la vie a un sens sans la mort? Ça pose énormément de questions. Et une fois encore, c'est un fantasme, à mon avis, qui peut être extrêmement dangereux parce qu'il est en train de se réaliser en plus. Et la Renaissance nous amène en fait à comprendre que toutes les vérités structurantes de notre monde actuel peuvent être remises en cause et balayées très très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Pendant 2000 ans, Aristote avait déclaré que la Terre était le centre de l'univers, ce qu'on appelle le géocentrisme, et que les astres tournaient autour. Et à la Renaissance, le géocentrisme a été balayé par Galilée et Copernic. Eh bien, je vous assure que dans les prochaines années, nos géocentrismes quotidiens vont être balayés. Il y en a un qui va être balayé, et j'en suis quasiment sûr, c'est le travail. On en parlera tout à l'heure. Tout le monde aujourd'hui est convaincu que pour vivre, il faut travailler. Je suis désolé, il y a 300 000 ans, Homo sapiens ne travaillait pas. Il y a 15 000 ans, il ne travaillait pas. Il y a 20 000 ans, il ne travaillait pas. Il était chasseur-cueilleur. Ce n'était pas un travail. C'est une activité essentielle à sa vie. Ce n'est pas la même chose. Et donc, si on veut anticiper le monde de demain, il faut accepter de faire sa révolution copernicienne, il faut accepter de faire preuve d'humilité et d'accepter son ignorance. Ce qui a fait la révolution industrielle, c'est l'acceptation de l'ignorance. Deux grandes découvertes ont poussé les scientifiques du XVIe et du XVIIe siècle à remettre en cause les dogmes qui leur étaient imposés depuis des milliers d'années. Premier dogme, la Terre est le centre de l'univers. Copernic balaye ça. Il a fallu comme 160 ans. Deuxième dogme, le monde, c'est 3 continents, c'est petit. Europe, Asie, Afrique. On découvre un nouveau monde. Ça fait quand même 2 grandes découvertes qui n'étaient écrites nulle part. Et ça amène des individus à s'interroger sur la connaissance. Ils font preuve d'humilité et ils entament les recherches. Ils deviennent chercheurs. Et ils innovent et c'est le début des Lumières, de la philosophie,
de l'encyclopédie, et ça débouche sur la révolution industrielle. La prochaine révolution industrielle, qui sera, on verra, biomimétique, inévitablement, à mon avis, eh bien, ne viendra que si on commence à accepter notre ignorance par rapport au fonctionnement des écosystèmes. Il y a tout à apprendre. Et donc, le principal frein à l'évolution du monde, ce n'est pas un frein technologique, ce n'est pas un frein financier, c'est un frein psychologique. Notre manière d'appréhender les problèmes actuels est une manière qu'il faut changer, un mode de pensée qu'il faut changer, c'est le principal frein. Donc Edgar Morin le dit joliment, la manière de penser que nous utilisons pour trouver des solutions aux problèmes les plus graves de notre tiers mondialisé constitue elle-même un des problèmes les plus graves que nous devons affronter. Einstein le disait plus simplement, il disait quand quelqu'un tient un marteau dans la main, il voit des clous partout. Donc changez d'outil et vous verrez le monde autrement. Et dans ce monde de turbulence, on voit apparaître ce que j'appelle les barbares numériques, qui nous poussent à penser autrement, parce qu'eux, ils ont une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus disruptive. C'est-à-dire qu'un barbare numérique, il ne se dit pas « je suis producteur de voitures, je fais des voitures ». Non. Il y a une opportunité, je la saisis et j'innove. Regardez ce qui se passe dans la banque en Chine. Quand je suis allé à Shanghai l'année dernière, je me suis rendu compte que pour payer mes courses au restaurant, il fallait soit avoir WeChat, le réseau social chinois concurrent de WeChat, 1 milliard d'utilisateurs quand même, ou alors du cash. La carte Visa, c'est pas la peine. Personne n'en veut, de moins en moins. WeChat est en train de devenir la banque de détail des Chinois. Vous payez par QR code avec WeChat. Ça veut dire quoi? Que les concurrents des banques demain, c'est pas le Crédit Mutuel face au Crédit Agricole face à Société Générale, c'est Spotify, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est tous les réseaux, et les réseaux qui vont arriver, c'est eux les banquiers de demain. Et les banques actuelles risquent, je dis bien risquent, c'est pas assuré, risquent de se retrouver juste une caisse de compensation à gérer des flux qui ont été faits par WeChat, et donc vous mettez un algorithme derrière, c'est réglé. Et quelques êtres humains pour veiller à ce que l'ordinateur ne tombe pas en panne, c'est tout. Dans la distribution, alors je ne fais pas l'apologie de ces barbares numériques, c'est juste un constat. Dans la distribution, on a quand même Amazon, qui il y a 25 ans vendait des livres et qui aujourd'hui est en train de vouloir acheter Carrefour, Casino, est en train de même enlever les caissières des supermarchés. Et toute la grande distribution est sur la sellette aujourd'hui. C'est compliqué. Dans les vélos, moi ce que j'aime beaucoup dans le Vélib, JC Decaux avait le monopole français de tous les vélos quasiment, dans les villes de France. Et puis il y a une société française qui s'appelle Smooth & Go qui rafle le marché, ils étaient très très contents, mais ils voient débarquer les barbares numériques hongkongais, GoBike, MobiBike, qui vous disent le vélo, libre accès, vous le scannez, vous débloquez l'antivol, vous prenez le vélo, 50 centimes la demi-heure, vous le reposez où vous voulez. Plus de bornes, c'est plus compliqué, c'est un scénario d'usage extrêmement fluide. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de casse, il y a une incivilité sur le vélo, mais leur pari, c'est que dans 5-6 ans, les gens auront appris à respecter le vélo comme un bien commun. Et il y aura moins de casse, et ils auront révolutionné le marché. Mais je les mets dans les barbares parce qu'ils ont les mêmes, comme les barbares de l'Empire romain, ils viennent chercher les richesses d'une économie vacillante, mais ils ne viennent pas construire un monde durable. Ce qui m'intéresse dans le monde en devenir, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est ceux qui construisent une économie soutenable, qui sont en capacité de réconcilier leur entreprise ou leur collectivité avec la nécessaire rentabilité, laquelle est au service d'une mission. Un bâtisseur génère des flux, pourquoi? Parce que les flux permettent de pérenniser la mission qui s'est donnée, réconcilier l'économie au service des individus et bien sûr en préservant le vivant. Et ces bâtisseurs, c'est les nouveaux explorateurs, c'est les nouveaux Magellan, c'est les nouveaux Jacques Cartier. Ils sont en train d'explorer un territoire de connaissances, un territoire d'innovation sociétale et environnementale. Ils ne sont pas nombreux les bâtisseurs. Alors vous allez me dire ça ne marchera pas parce que j'en vois pas autour de moi. Mais rappelez-vous que dans l'histoire de l'humanité, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, c'est seulement des petits groupes d'individus, ce qu'on appelle les minorités agissantes, qui transforment le monde. C'est jamais la majorité. Si vous faites un sondage aujourd'hui à la sortie du Super U ou du Leclerc à côté, les gens n'ont pas envie de changer le monde. Ce n'est pas leur souci quotidien. Leur souci, c'est de manger, de vivre et d'avoir un emploi pérenne. Changer le monde, ça demande une énergie, une disponibilité financière et intellectuelle, un confort ou une vision des choses qui vous permet cette liberté. Et c'est toujours une petite minorité. Mais regardez à quel point un petit groupe d'individus peut changer le monde. 90 entreprises aujourd'hui sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change 90 conseils d'administration, si on met un virus dans 90 conseils d'administration, on change le monde. Mais oui, un virus au sens propre, et c'est plutôt spirituel mon virus, c'était une piqûre, une vision du monde, c'était pas pour les éradiquer. Ça veut dire quoi? Qu'il suffit de changer le comportement des 90 entreprises les plus polluantes au monde et on a déjà réglé la moitié du problème. C'est rien du tout. Pourquoi on ne le fait pas? Edgar Morin, posture intellectuelle. On n'accepte pas de changer notre regard sur les choses. Mais finalement, la solution est extrêmement simple. Un petit groupe d'individus repense la fabrication d'énergie électrique en France. Enercop, vous connaissez sans doute pour beaucoup. Enercop, c'est une coopérative de citoyens qui a décidé d'investir ensemble dans des éoliennes, des panneaux photovoltaïques en amont pour avoir accès à une énergie totalement renouvelable. Ils en sont à 60 000 clients, je crois, sur la France. Je ne sais pas si quelqu'un a le chiffre en tête, mais je crois qu'on n'est pas à 60 000, 70 000 en l'espace de quelques années. C'est un début. Ce sont des bâtisseurs.
Partout dans le monde, alors je ne vais pas vous faire le dessin, vous le savez, il y a des gens qui redécouvrent l'agriculture biologique locale, la permaculture. Idem, la permaculture, on n'en parlait pas en France avant le film Demain, quasiment. Il n'y a que les initiés qui en parlaient. Aujourd'hui, qui n'a pas son potager en permaculture autour de son entreprise ou pas très loin dans son quartier? C'est une vraie lame de fond. Encore une fois, c'est des petits groupes d'individus déterminés. Les monnaies complémentaires, j'aurais pu mettre les monnaies locales, le Sonante, le Redzel, le Schko à Biarritz, etc. Idem, ce sont des monnaies quasiment inexistantes il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on commence à en parler. Les gens commencent à comprendre que la monnaie, ce n'est pas forcément la banque centrale qui la crée. La monnaie n'est qu'un fluide et que des citoyens peuvent créer une association avec leur propre monnaie locale. Les bâtisseurs, ils sont en train de réinventer les business models et de modifier nos certitudes. Typiquement, aujourd'hui, quand on prend une douche, l'eau est évacuée dans le tout à l'égout. Il y a un ingénieur finlandais qui s'est dit, vu le gâchis environnemental sur l'eau, il est temps d'inventer une douche qui recycle l'eau de manière perpétuelle. Et donc, il a mis une pompe dans le bac à douche. L'eau est remontée dans la colonne, elle est filtrée avec des filtres à charbon. Vous lavez, l'eau est propre, vous la remontez, vous la filtrez, vous lavez. Elle n'est pas potable, mais elle est propre. Ça suffit largement. Et pourquoi on ne développe pas dans tous les hôtels du monde des douches avec circuit perpétuel? Parce que ça n'est pas dans notre logiciel. Et pourtant, ça aurait des conséquences économiques, moins d'eau achetée, écologiques, moins de gâchis, sociologiques, sociétales. On laisserait les nappes phréatiques à des agriculteurs qui en ont besoin. Idem pour ce panneau solaire. Cette jeune fille prend un vieux panneau solaire en Afrique. Elle le fait tourner toute la journée parce que le soleil passe d'est en ouest et tout le monde fait des panneaux fixes. C'est quand même ballot quand on y pense. Pourquoi? Parce que tous les ingénieurs qui se sont posés la question de faire tourner un panneau ont constaté que si on mettait un moteur sous le panneau pour faire tourner le panneau, l'énergie du panneau servirait à faire tourner le moteur. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est la logique A. Puis il y a la logique Z, cette jeune fille qui les interpelle en disant « Mais qui vous a dit de mettre un moteur pour faire tourner un panneau ?» Parce qu'on peut faire tourner les choses sans moteur. Comment? Une bonbonne d'eau à droite pleine, une bonbonne vide à gauche, un circuit fermé, du soleil, de la chaleur, de l'eau qui bout toute la journée, et vous avez une évaporation. Ce qu'on appelle les vases communicants. Ça a été inventé par les Romains et les Grecs anciens il y a déjà presque 3000 ans. Elle réinvente les vases communicants et l'applique à une technologie moderne, ce qu'on appelle une approche low-tech. Les low-tech, c'est l'inverse des high-tech. Les low-tech, c'est peu d'énergie, peu de minéraux, peu de ressources fossiles pour délivrer un service équivalent, voire supérieur à ce qu'on faisait avant. Pareil, en Afrique, vous savez qu'il y a un gros problème de déchets partout avec les plastiques qui sont... Et ça ne va pas s'arranger avec la fermeture des frontières dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui, partout, récupèrent ces plastiques, font des briquettes, des parpaings avec, en les fondant selon un procédé particulier. Ce monsieur en Nouvelle-Zélande qui compacte des déchets, qui en fait des parpaings isolants, légers, très isolants. Et donc, tous ces bâtisseurs, ils ont un point commun qui va précipiter l'effondrement de l'économie moderne, c'est qu'ils sont bricoleurs. On rentre dans l'ère des bricoleux, des faiseux, du do-it-yourself. Tu répares par toi-même, tu bricoles avec une imprimante 3D, en open source, etc. Et pourquoi le do-it-yourself se développe? Il se développe pour au moins 4 raisons. Première raison, pour des raisons économiques. L'Occident s'appauvrit. Donc je répare ma télévision, je répare mon ordinateur, je répare mon smartphone, etc. Deuxième raison, prise de conscience des déchets. Zéro waste, zéro déchet. On fait attention à ne pas jeter un outil électroménager ou un outil de bricolage trop facilement. Troisième raison, on a un intérêt social à faire de la réparation. On crée des communautés de réparateurs dans des Fab Labs, sur les réseaux sociaux. J'existe, j'occupe mon temps. Je suis à la retraite, je ne sais pas quoi faire. Je vais aider des jeunes à démonter un ordinateur, à le réparer. Il y a une transmission. Ça, c'est l'impact social. Et le quatrième impact, c'est la révolution digitale. Sans Internet, point de YouTube. Sans YouTube, point de tutoriel. Les tutos, c'est l'accélérateur du do-it-yourself. On peut tout réparer en ligne. Et donc, vous voyez à quel point une révolution technologique change l'histoire de l'humanité. Mais si on est 30 ou 40% de la population mondiale à réparer dans les prochaines années, c'est plus un ralentissement économique, c'est un effondrement, c'est un crash de l'hyperconsommation basée sur l'obsolescence de produits renouvelables. C'est une évidence. Le do-it-yourself ne peut que se développer pour des raisons de pénurie de ressources sociales, économiques, technologiques, et donc la reprise de l'hyperconsommation mondiale ne peut pas reprendre, ça n'arrivera pas. On est en phase de décroissance quantitative et de croissance qualitative, on va le voir. Le do-it-yourself, c'est aussi repenser des objets quotidiens comme la machine à laver. Le monde de demain n'est pas un monde sans machine à laver. Il faut arrêter de penser ce genre de choses. Ce seront des machines à laver totalement réparables, totalement démontables et qui dureront 20-30 ans. Ça, c'est l'increvable, une machine qui va sortir sur le marché bientôt, je crois, c'est imminent. Garantie 10 ans, et pour les fondateurs, elle peut marcher 40 à 50 ans. Parce qu'elle est faite pour être réparée facilement, par n'importe qui, avec un tuto et un tournevis. Il faut juste penser autrement. Ce n'est que du jus de crâne, le monde de demain. Et donc, on passe d'un monde d'hyperconsommation, on était shooté à l'hyperconsommation de produits obsolètes, polluants, jetables qui sont dénués de sens, et on passe à un monde post-matérialiste
on va chercher du sens dans ce que l'on fait et du plaisir dans la frugalité. Et ça veut dire que finalement, on est dans une décroissance quantitative des objets produits et une croissance qualitative de ce que nous allons produire et consommer. Donc il ne s'agit pas de parler de décroissance ou de croissance, c'est les deux à la fois. Il faut décroître en énergie polluante, il faut décroître en obsolescence programmée, il faut croître en durabilité, il faut croître en énergie renouvelable, etc., etc. Il faut croître en agriculture biologique, locale, bien entendu. Et donc, on a toute une génération qui est en train de nous faire passer, grâce à la rupture numérique, d'un hyper-matérialisme débridé individualiste à un hyper-humanisme collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que le communisme a échoué parce que l'individu n'avait aucun intérêt à jouer collectif. L'hypercapitalisme est en train d'échouer parce que c'est l'apologie de l'individu sans tenir compte du collectif. La troisième voie, c'est réconcilier le je et le nous, accepter le fait qu'un collectif qui fonctionne, un collectif efficient, ce sont des individus épanouis et pleinement satisfaits. Et ils jouent le collectif pour eux et pour le collectif. Bon, je ne joue pas le collectif pour le collectif, ni l'individualité pour l'individualité. Ça n'a pas de sens. Et quelque part, ce je et ce nous qui se réconcilient, c'est la troisième voie qui est en train de se mettre en place. Les Sud-Africains appellent ça faire Ubuntu. Ubuntu, c'est faire humanité. C'est comprendre que moi, je ne peux pas exister sans les autres. Et vous appliquez ça à l'écosystème, Homo sapiens ne peut pas exister sans l'écosystème. Sans le grand nous, il n'y a pas d'Homo sapiens. Il n'y aura plus de vie humaine. Donc on est à cette phase de l'histoire où les choses sont en train de s'accélérer. Et à mesure que l'Occident s'appauvrit, première partie, je vous ai parlé d'appauvrissement des classes moyennes occidentales, à mesure que l'Occident s'appauvrit, on va mutualiser de plus en plus les objets dénués de sens. Quel est l'intérêt d'être propriétaire d'une tondeuse ou d'une machine à laver? Aucun. Ça n'a pas de sens. Le seul sens qu'on y trouve, c'est l'utilité. Parce qu'on a besoin de laver sa vaisselle ou son linge ou de tondre sa pelouse. Et donc, on est en train de passer progressivement pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons philosophiques, d'une société d'acheteurs propriétaires de biens à une société d'acheteurs d'usage. Parce que les ressources ne permettent plus d'avoir 8 milliards de propriétaires dans les prochaines années. Et ça change tout. Parce que derrière, on commence à partager les voitures, les textiles, et on va partager les textiles de manière massive dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que le secteur textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde derrière les transports et la production d'énergie. Et donc, demain, on peut imaginer que la vraie transition énergétique, ça c'est celle qui consiste à récupérer la chaleur du corps, à la stocker et la rediffuser. Vous imaginez toute l'énergie qui est dépensée pour fournir les calories que l'on ingère tous les jours ? Il y a des tracteurs, il y a des intrants, il y a de la logistique, il y a des supermarchés, il y a des gens qui vont faire leurs courses, on les cuisine. Et une fois qu'on a ingéré ces fameuses calories, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben rien, elles s'évaporent. Alors qu'à l'heure où je vous parle, j'ai chaud, on pourrait... Demain, mon pull récupérera l'énergie que je suis en train de dépenser. Le soir, quand je rentrerai chez moi, il y aura une batterie Tesla, Schneider ou je ne sais qui. Je poserai mes vêtements sur une chaise ou un cintre, lequel sera connecté et récupérera l'énergie. Hop, ça partira dans la batterie, ça allumera la télévision, le réfrigérateur, etc., etc. Tous les objets connectés dont on parle aujourd'hui ne pourront pas être développés sans des sources d'énergie nouvelles qui ne peuvent pas être fossiles, première chose, et sans les ressources naturelles qui vont finir par manquer. Donc, Internet des objets, oui, mais avec une énergie nouvelle et des ressources minérales nouvelles. Je reviens à l'économie. Si on a moins de propriétaires, plus d'usagers, ça veut dire quoi ? Qu'on a moins de besoins financiers dans les prochaines années pour développer la vie qu'on a envie de vivre. Une vie frugale, c'est moins coûteux en argent. Et si donc on a moins besoin de revenus financiers, qu'est-ce qui se passe ? On a moins besoin de travailler. Et ça tombe bien parce que la robotisation de l'économie et l'intelligence artificielle va supprimer quantité d'emplois, va en créer d'autres bien sûr, et il y aura moins de travail pour les 8 milliards d'habitants. En tout cas, des métiers différents. Et là, vous vous rendez compte qu'on change de paradigme, on change de civilisation, parce que le travail qui est fondamentalement structurant de notre société moderne, bah peut-être que dans les 20-30 prochaines années, ça n'aura plus de sens de travailler au sens de faire une activité qui nous est imposée parce qu'il faut payer les factures. Ça ne veut pas dire que l'humanité va devenir oisive et ne plus rien faire de sa vie. Je suis convaincu que les gens se lèveront le matin et auront des activités contributives. On fera une activité qui nous plaît, qui contribue à mon développement individuel, à m'épanouir, c'est comme le but d'une vie, et qui contribue au patrimoine commun, à préserver ou réparer l'environnement, à apporter du bien-être à des individus. Donc on va en parler après. Toute entreprise qui se développera dans les prochaines décennies sera une entreprise qui contribue à une mission, qui contribue à un service, à réparer, à servir quelque chose. Mais si c'est juste le bénéfice course à la rentabilité, ça n'aura plus de sens parce qu'en plus il est destructeur. Et se pose la question d'un revenu universel de base au niveau mondial dans 30 ou 40 ans, qui paraît totalement utopiste aujourd'hui. On dit non, mais arrête de rêver, ça n'arrivera jamais. Rappelez-vous que les utopies d'hier sont les évidences d'aujourd'hui et que demain, il va se passer des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et quand vous voyez qu'un Mark Zuckerberg, qui est quand même pas
C'est pas un démocrate. Enfin, c'est encore moins qu'un démocrate. Je ne sais pas ce qu'il est exactement politiquement, mais c'est pas un socialement. Il n'est pas enclin à redistribuer facilement les richesses quand même. Hein. C'est un vrai capitaliste. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, Mark Zuckerberg? Qu'il faut s'intéresser à ces questions-là. Et que donc, des jeunes dirigeants qui vont arriver dans les prochaines années, qui ont les moyens d'insuffler quelque chose dans l'économie américaine, peuvent très bien décider de tester progressivement un revenu universel dans les États américains. Et dans 20 ou 30 ans, ça peut faire tache d'huile. Ce sera peut-être une évidence pour le plus grand nombre. Parce que si la société d'hyperconsommation s'essouffle, quel est l'intérêt de produire et d'aller travailler si on ne consomme plus ces produits-là? On parle d'un monde post-matérialiste. Je ne sais pas si je suis assez clair dans la boucle. Moi, ça me paraît évident. Pour moi, la mosaïque, elle est claire. Mais après, je suis toujours inquiet de savoir si le message y passe. Et donc, au niveau des entreprises, eh bien, quel modèle économique demain? Des gens qui consomment moins, qui sont d'une frugalité joyeuse, heureuse. Une frugalité où on remet le bien-être et le collectif au centre de Oikonomia. Et donc, quelle est l'entreprise de demain? L'entreprise de demain, elle sera à la fois virtuelle et réelle. Elle sera protéiforme. Elle ne sera pas qu'un bâtiment avec des gens qui vont travailler dedans et qui doivent polluer sur la route pour aller travailler dans une boîte. Donc, elle sera protéiforme dans son fonctionnement, première chose. Et surtout, elle aura une mission. Et là, je vais vous montrer quelques exemples. Il y en a un qui est très connu, que j'ai beaucoup expliqué, mais je laisse parce qu'il est vraiment trop bon. C'est Carnot. Carnot Computing, c'est un jeune ingénieur qui, un jour, il travaille à la Société Générale dans la salle de marché en back-office. Il se rend compte que son métier n'a pas beaucoup de sens et qu'il faut qu'il apporte sa contribution à la société. Et il décide d'investir dans la puissance de calcul. Donc vous savez ce que c'est la puissance de calcul. On lance une requête, il faut des serveurs qui tournent derrière. Et une ferme informatique, c'est beaucoup d'immobilisation foncière, première chose, beaucoup d'énergie pour refroidir les ordinateurs. Et puis, il y a des concurrents en face, OVH, Orange, Amazon. Créer une start-up dans la puissance de calcul, il faut être sacrément culotté ou inconscient. Et son innovation, c'est que viscéralement, il est écologiste, cet homme-là, au sens où, pour lui, l'environnement, ce n'est pas négociable. Deuxième chose, il constate qu'en France, dans un pays dit développé, 16% de la population est en précarité énergétique l'hiver. C'est énorme, hein. 15 à 16% de la population n'allume qu'une pièce, ne peut pas chauffer la maison. Et là, il se dit, il faut que je trouve un business model qui permet d'apporter de la chaleur à des gens démunis. Et deuxièmement, il faut que je trouve un business model qui respecte l'environnement et qui est compétitif au niveau économique. Et qu'est-ce qu'il invente? Il invente le CuRad. On est dans un logement HLM au sud de Paris, à Montrouge, et vous avez en bas à droite un radiateur. Dans ce radiateur, il a mis ses calculateurs informatiques. Il a développé un parc de calculateurs partout avec des sociétés HLM. Et quand il lance des requêtes, il dispatche les calculs sur plein d'ordinateurs. Il fait de la gestion de flux. Elle est là, l'innovation. Et cette chaleur, elle est offerte gratuitement à des gens qui en ont besoin. Il n'achète pas de climatiseur, pas d'énergie pour refroidir ses machines. Il diminue donc le prix de production par 4. Il est compétitif. Il a un impact environnemental. Il a un impact social. Il fallait juste y penser. Vous voyez, toujours la posture intellectuelle. La clé, elle est là. C'est la posture. C'est la grille d'analyse. Autre exemple dans la mode. On parle beaucoup de la mode aujourd'hui étant un secteur, je vous l'ai dit, extrêmement polluant. Il y a des jeunes entrepreneurs, enfin jeune, il a 45 ans, donc il n'est plus si jeune que ça. Sébastien Kopp a créé Veja il y a 10 ans avec un ami parce qu'il est tombé amoureux du Brésil et il voulait aider des campesinos brésiliens qui n'avaient pas d'emploi. Et donc il a vu qu'il y avait du caoutchouc, les sanguineros qui saignent les EVA, il y avait du cuir, il y avait des usines qui fabriquaient du textile il y a quelques années. Ils ont démonté une chaussure, ils ont démonté la filière, ils ont conçu Veja. Veja, c'est les premières chaussures bio, en cuir traité de manière végétale, avec du caoutchouc naturel, avec des textiles issus du recyclage, des bouteilles plastiques, etc. Et comment on vend des chaussures aussi engagées à un prix de 100 € en moyenne, ce qui n'est pas plus cher que Nike ou que Reebok, eh bien en pensant autrement. Une Reebok, 66% du prix, c'est du marketing. Eux, ils ont fait zéro marketing. Tout le prix de production, c'est pour les sanguineros, c'est pour les gens qui distribuent en France, et la distribution, la logistique est faite par une association qui s'appelle Ateliers sans frontières, de gens qui sont en réinsertion. Et la boucle est bouclée. Vous avez des chaussures de qualité, qui sont jolies, qui sont solides, faites dans des conditions environnementales et sociales irréprochables. Le salaire brésilien est 4 fois supérieur à un salaire en Asie du Sud. Donc ils se mettent énormément de contraintes parce que pour eux, ça n'est pas négociable. L'utilité du projet, c'est avant tout de répondre aux questions sociales, économiques et environnementales. Et les trois sont intimement liés, ne sont pas dissociables. Pas de vision parcellaire. Autre exemple dans le textile, les jeans 1083. Thomas Huriez y retourne à Romans-sur-Isère. Il n'y a plus d'ateliers textiles, ils sont vides. Il rachète un atelier textile. Il décide de faire des jeans en coton bio, made in France, à un prix de 90 €. Comment? Un rayon de 1083 km, Brest-Marseille. Eh bien, idem, il repense le modèle. Jus de crâne, une fois encore. Le textile, c'est production en Éthiopie, en Asie, c'est polluant, c'est de la misère sociale, c'est beaucoup de gâchis à l'arrivée. 40% des pantalons repartent en déchetterie ou en recyclage. C'est hallucinant, le bilan écologique d'un pantalon, d'un jean.
Lui, il décide de faire du jean sur mesure au sens à la commande. Quand vous allez chez 1083, vous commandez sur Internet, vous payez et vous attendez. Soit ils en ont quelques-uns en stock, vous le recevez par la poste 2 jours après, soit ils en ont pas et vous allez attendre 2 mois. Et tout le monde lui disait, ça ne marchera jamais. Amazon livre en temps réel le dimanche, en 1 heure. Ça ne marchera pas, les gens ne sont pas prêts à attendre. Et détrompez-vous, les gens engagés sont prêts à attendre parce qu'ils n'achètent pas un jean, ils achètent des valeurs, un écosystème, ils achètent une mission d'un entrepreneur qui veut changer le monde. Et ça plaît. Et donc, ça a du sens. Autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Singa. Guillaume Capel, c'est un jeune garçon que j'ai rencontré il y a 3 mois. Je suis allé le voir à Paris la semaine dernière. Il m'a bien expliqué son écosystème. Quand il y a eu les grandes vagues de migration il y a 3 ans qui ont commencé en Europe, il faisait partie des gens qui se sont indignés en se disant « mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là » Et plutôt que d'être dans une forme de philanthropie où on donne de l'argent et puis on laisse faire, lui s'est dit « je vais créer une association et des entreprises pour aider les migrants et toute personne en Europe ou ailleurs dans le monde qui veut devenir entrepreneur ». Et donc, il a créé un écosystème pour créer des entrepreneurs qui deviennent autonomes dans leur vie économique. Et aujourd'hui, Singa, c'est 22 000 personnes dans le monde. Ils ont créé une communauté d'interpreneurs, ils appellent ça, une communauté d'interpreneurs qui partagent leur carnet d'adresses, leur savoir-faire en open source. Ils vont créer bientôt une monnaie interne à cette communauté qui s'appellera le Singa Coin pour partager les bénéfices au sein de la communauté de toutes les créations qui sont faites. Et c'est vraiment un écosystème extrêmement intéressant. Et ça m'amène à ce point qui est important, c'est qu'on va passer de la société d'hyperconsommation à la société de contribution. Dans quelques années, on vous dira, tu travailles dans quelle entreprise? Tu fais quoi? Tu contribues à quoi? Si vous n'avez pas la réponse en tant qu'entrepreneur, vous n'embaucherez pas les meilleurs collaborateurs. Et les jeunes posent de plus en plus la question à leurs employeurs en disant, on va faire quoi ensemble? Ok, le salaire, je sais combien vous allez me payer, je l'ai vu sur Facebook et que ça, sur les réseaux, je suis d'accord, ça j'ai le prix. Maintenant, on fait quoi ensemble? Quelle est la réponse que vous apportez en tant qu'entreprise au dérèglement climatique, à l'épuisement des eaux, à l'épuisement des ressources et au mal-être social? Qu'est-ce que vous faites? Donc il faut chercher les réponses à ces questionnements-là. Et l'entreprise de demain sera donc contributive et en plus, elle sera protéiforme au sens où il va falloir lâcher sur l'organisation et le management. Il va falloir imaginer une entreprise comme étant une plateforme de compétences, d'intelligence collective qui travaillent ensemble, à la fois physiquement et à la fois de manière virtuelle. Parce que la révolution digitale, elle est là. Et aujourd'hui, n'importe qui peut travailler de n'importe où dans le monde sur n'importe quel projet. Pourquoi on oblige les gens à venir à 8 h le matin sur le périphérique nantais pour aller travailler dans une entreprise en banlieue industrielle? Pourquoi? Parce qu'il y a un dirigeant qui veut le contrôle de ses salariés. C'est tout. C'est juste de la rétention et du contrôle. Le lâcher-prise, la peur. Et donc, si on crée des valeurs, on peut commencer à lâcher sur le contrôle parce qu'on crée le ciment, le liant qui fait qu'on a envie de travailler ensemble, d'être ensemble, de produire ensemble. Et créer des valeurs, ça veut dire qu'on change de paradigme économique, on passe de la création de valeur de Milton Friedman à la création de valeur au pluriel, et on ne traite les trois que ensemble. Aujourd'hui, ce à quoi j'assiste dans bon nombre d'entreprises, malheureusement, c'est que le premier pilier de la performance, c'est la performance économique sans faire. Le deuxième, environnemental, et le troisième, social, sociétal, on le traite quand on a du gras. Mais dès que ça va mal, hop, on se replie sur le premier pilier. Et là, que vous disent les collaborateurs et les partenaires? Ah bah c'était du pipeau, alors c'était du greenwashing, ton histoire. Eh oui. Si on veut vraiment être une entreprise contributive, il faut l'intégrer, il faut le faire avec sincérité. Et la sincérité veut dire que parfois, il faut être prêt à sacrifier la rentabilité à court terme pour tenir les valeurs et la mission qu'on s'est assignée. Et si on traite les trois ensemble, là, on crée des valeurs économiques. Parce que traiter les trois ensemble, ça veut dire que dans toute décision d'investissement, on se pose la question, est-ce que économiquement c'est rentable? Est-ce que environnementalement ça a un intérêt? Est-ce que c'est meilleur? Et est-ce que socialement et sociétalement, ça apporte un bénéfice au patrimoine commun, à la collectivité? Si les trois signaux sont verts, c'est la bonne décision. S'il y a un signal au rouge, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé le dossier. Et ça oblige à repenser le dossier. Imaginez que Carnot Computing se soit centré uniquement sur la première ligne, ou que 1083 et Veja soient centrés sur la première ligne. Aujourd'hui, ça ne serait pas Veja, ce ne serait pas 1083, ce ne serait pas Carnot. Ils ne se seraient pas développés comme ils se sont développés. Parce qu'ils seraient restés dans une grille d'analyse unilatérale où seule la rentabilité compte. Et aujourd'hui, ça ne suffit plus, parce qu'on l'a vu, cette rentabilité est destructive au niveau environnemental et au niveau humain derrière. Et ça veut dire qu'en termes de management et d'organisation, on adopte une aptitude que j'appelle le polycellulaire. Le polycellulaire, c'est les règles de la nature. Dans la nature, ce qui prédomine, c'est l'interdépendance et l'autonomie, les deux étant indissociables. Dans le corps humain, tous les organes vitaux sont autonomes dans leur fonctionnement. Aucun ne demande à l'autre ce qu'il faut faire. Ils sont autonomes, ils fonctionnent. L'information circule par le sang, par le système nerveux. Autonomie, interdépendance. Et donc, ce qu'on vous demandera dans les prochaines années, c'est de créer l'autonomie, le lâcher-prise, laisser les collaborateurs
prendre des initiatives, prendre des décisions, s'organiser entre eux, ce qu'on appelle la présomption de confiance. Et derrière, la tâche du dirigeant ou du manager, ça sera d'être le liant, de créer les valeurs qui font que l'écosystème fonctionne. Et dans le corps humain, regardez, on n'a que des organes vitaux qui sont autonomes et interdépendants. Pris séparément, ils n'ont aucun intérêt. Pris ensemble, le résultat transcende la somme des parties, on a la vie. Et le polycellulaire, c'est la règle de la vie. Il n'y a pas une cellule qui peut vivre seule sur cette planète. Elle est toujours interdépendante des autres cellules, et tout en étant en autonomie. Mais la présomption de confiance, ça veut dire qu'on fait un gros travail sur soi, et qu'on accepte de lâcher prise, et de changer les attributs du pouvoir. Aujourd'hui, le monde ne change pas assez vite. Pourquoi ? Parce que les attributs du pouvoir n'ont pas changé depuis quelques siècles. Le pouvoir, depuis quelques siècles, c'est domination, contrôle, matérialisme. Et on peut en mettre plein d'autres. Dans le monde de demain, si on devient post-matérialiste, si on devient beaucoup plus solidaire en termes d'organisation sociale et économique, on va devenir beaucoup plus empathique. Et j'irai même plus loin, plus on va digitaliser l'économie et le monde, via ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et la robotisation, plus on va donner de la valeur aux sciences molles, à l'humanité, à la philosophie, à la sociologie. Et ce qui va distinguer un être humain d'un autre dans les prochaines décennies, ça sera sa part d'humanité. Plus vous serez humain, donc solidaire, empathique, joyeux, en compréhension de l'autre, plus vous serez considéré comme un leader ou une leader, je ne sais pas comment on dit, comme des leaders. Et ça veut dire qu'on change complètement les attributs du pouvoir, il faut changer les plumes de la coiffe. Tant que la plume de la coiffe, ça reste la domination pour moi, système hyper-capitaliste individualiste, on ne change pas le monde. Le monde de demain, le leader ou les leaders au féminin seront des hommes et des femmes qui seront dans « je réalise mon épanouissement en réalisant le bien, le bénéfice du groupe, en préservant le patrimoine commun, en donnant à l'autre pour moi et pour lui ». Et peut-être que demain, le leader économique le plus reconnu, ça sera un Pierre Rabhi, un Dalai Lama ou un leader spirituel qui prendra la frugalité et le post-matérialisme. Et on change complètement de monde. Alors ça paraît difficile à croire aujourd'hui, parce qu'on est en 2018, mais projetez-vous dans 20 ans. Et maintenant, je vais conclure en quelques slides. On a la chance de vivre non pas une renaissance comme on a connu en Italie, en Europe, il y a 5 siècles. On vit une renaissance SENS, si je peux me permettre le jeu de mots. Le pourquoi devient discriminant, le sens d'une vie, le sens de nos actions va devenir discriminant. À quoi contribues-tu ? Quel est le sens de tes actes ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Ça, c'est discriminant du monde en devenir. Et ça a déjà commencé. Et la question que je me suis posée ces dernières années, c'est si géocentrisme s'effondre cette fois-ci, quel nouveau géocentrisme va s'effondrer ? Eh bien, à la Renaissance, on a compris que Aristote s'était trompé, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Donc ce géocentrisme-là, il est parti. Par contre, on a maintenu un verrou qui est très solide. C'est que Aristote déduisait donc, ou Protagoras, que l'homme était la mesure de toute chose, que l'homme était le centre de la vie sur Terre. L'homme avec un grand H majuscule. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Si l'humanité veut sortir de l'impasse tragique dans laquelle nous sommes, de l'impasse mortifère, il faut s'affranchir de l'anthropocentrisme. Il va falloir que les êtres humains sur cette planète reprennent leur juste place dans une chaîne de vie qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, où tout n'est que autonomie et interdépendance. Entre la physique quantique et la physique astronomique, il y a toute une chaîne de poupées gigognes dont nous faisons partie, et toutes sont autonomes, interdépendantes. Tout système terrestre, humain, quantique est un sous-système d'un sursystème et inversement. S'il y en a un qui fait sécession, ce qui s'est passé depuis quelques siècles avec Homo sapiens et l'Anthropocène, c'est la rupture de chaîne. Rupture de chaîne, on rentre dans un système chaotique, on oscille, on ne contrôle plus rien. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et à la fin du système chaotique, vous savez ce qui se passe, hein ? Nouveau point d'équilibre. La question majeure aujourd'hui, c'est si Homo sapiens ne reprend pas sa place dans la juste chaîne, est-ce qu'on fera partie du point d'équilibre dans 100 ans ? Il est urgent qu'Homo sapiens reprenne sa juste place, que nous nous affranchissions de l'idée erronée selon laquelle il est essentiel et vital de sacrifier le vivant pour assurer la croissance économique. Il faut décorréler l'économie du sacrifice du vivant, de la destruction environnementale. On doit passer d'une économie destructrice à une économie réparatrice. Et aujourd'hui, le quotidien des petits Chinois, c'est ça. Et encore, on pourrait montrer en Éthiopie, on pourrait montrer en Afrique plein de photos comme celle-là. Et je me suis toujours un peu indigné qu'on accepte au quotidien le prix à payer pour un PIB qui progresse de 3,9% en 2018. C'est hallucinant. Et il y a un philosophe allemand, Hans Jonas, qui nous disait dans les années 70, dans Principe Responsabilité, la voie prise depuis 2 siècles ne peut que mener vers l'impasse tragique et la nature mettra son ultime veto. Point final. Nous sommes dans une impasse tragique, il faut vite bifurquer. La bifurcation a commencé, maintenant il faut que ça devienne la voie d'autoroute des prochaines années. Il faut accélérer la transformation. Et quelque part, le rapport que nous avons à la nature, quand j'ai visité le mémorial sur l'esclavage à Nantes il y a 5 ans,
j'ai été frappé par une idée. Je me suis rendu compte que l'esclavage était indispensable aux riches nantais, aux riches européens pendant 3 siècles. Pendant 3 siècles, point de nouveau monde, aucune richesse exploitée sans les esclaves, sans la traite, le commerce triangulaire. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde ces photos, on se dit, je peux vous en montrer plein, comment on a pu faire ça? Comment ils ont pu faire ça? Mais que répondait un chef d'entreprise du quai de la Fosse en 1750? Vous disiez, dis donc, c'est pas joli joli l'esclavage. Voltaire disait à ses contemporains, votre sucre est taché de sang. Et tout le monde mangeait du sucre. Il vous aurait répondu, c'est le business. C'est le business. C'est comme ça. Tu as une autre solution? Il n'y a pas d'autre solution. C'est le business. On n'a pas le choix. Nous sommes contraints d'exploiter des êtres humains pour extirper des richesses économiques. Eh bien aujourd'hui, on regarde ces gens-là en se disant, mais quelle indignation, quelle honte d'avoir fait ça. Comment ils ont pu penser comme ça? Et imaginer un monde de réconciliation d'homo sapiens avec le vivant, c'est une autre économie, et que nous disent nos contemporains, ça ne marchera jamais. Parce que le business, c'est de saccager le vivant pour générer des produits obsolètes. Ça, c'est la règle. Et nos enfants, nous considérons comme des maîtres esclavagistes dans quelques années en nous disant, ça valait le coup de tout sacrifier pour quelques écritures électroniques qu'on appelle l'argent. Et donc, la vraie force, c'est le renoncement. C'est la capacité à dire non à la facilité et à l'évidence. Et Victor Schœlcher interpellait ses contemporains à l'Assemblée nationale en 1842 en disant, si comme les colons le disent, on ne peut cultiver les Antilles qu'avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. Vous appliquez ça à l'économie moderne, c'est la même chose. La plus grande liberté qu'on a tous, c'est de renoncer à ce qui ne se refuse pas. Une promotion qui ne se refuse pas, un objet qui ne se refuse pas, un iPhone 10, ça ne se refuse pas. Tout ça, on a la capacité de renoncer, ça ne demande pas de l'argent, la transformation, ça demande du renoncement à la transition écologique. Et donc, il est urgent que Homo sapiens en finisse avec le déni de nature. Je vous ai dit dans l'introduction, l'homme est un animal dénaturé. Il faut quitter ce déni de nature. Et comme disait Einstein et bien d'autres, Victor Hugo aussi disait, il est triste de constater que la nature nous parle, mais que l'homme ne l'écoute pas. Il faut écouter le vivant. Et écouter le vivant, c'est faire avec et non plus contre ou sans. Si on se réconcilie avec le vivant, on va découvrir des innovations technologiques, philosophiques, sociales, qui vont nous permettre de franchir une étape en humanité et d'aller vers une économie réconciliatrice. Le carbone qui est en excès dans l'atmosphère et les autres gaz à effet de serre, aujourd'hui on peut l'exploiter. Alors ça coûte très cher d'aller chercher du carbone et puis d'en faire du plastique ou d'en faire du carburant. Mais il y a des voies à explorer qui vont peut-être arriver. Et je suis convaincu que l'émerveillement va nous ouvrir les portes d'une nouvelle civilisation. C'est comme la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de produire parce qu'on aura tiré du vivant des expériences. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Janine Benyus a lancé l'idée en 1992 avec son livre sur le biomimétisme, et depuis ça fait des émules, et on se rend compte que toutes les solutions aux problèmes de l'humanité sont dans la nature autour de nous. Regardez le problème de l'énergie pour fabriquer de la lumière. Alors on a plein de solutions, mais il y en a une qui est assez interpellante, c'est ce qui se passe au fin fond des océans. On a quand même des phytoplanctons, c'est ça, je crois, des phytoplanctons, qui sont capables de générer de la lumière dans le noir. Là, une start-up qui s'appelle Glowy, qui est à Brest, je crois, à l'Ifremer. Glowy, qui est en train d'essayer de capturer ces phytoplanctons dans une ampoule, de les cultiver et d'arriver à une lumière, une ampoule qui pourrait durer 6 mois, 1 an, 3 ans. Et après, une fois que c'est fini, vous la cassez, vous remettez ça dans l'eau salée. Ça n'a pas déstructuré l'écosystème. Au niveau du bâtiment, de l'architecture, on pense que Homo sapiens a construit les métaux les plus solides au monde, comme le titane, etc. Et finalement, le métal, l'élément le plus solide aujourd'hui dans la nature, c'est la dent du bernique. Donc dans l'Ouest, tout le monde connaît les berniques. Il y en a partout sur les rochers. Et ces berniques, ils ont des petits picots. Et la dent du bernique est bourrée d'oxyde de fer. Et là se pose la question, comme beaucoup de coquillages, comment à 8 degrés, 10 degrés, du sel, du plancton, un peu de lumière, une cellule vivante, on fabrique le matériau le plus solide au monde. Comment ça se passe? Ce qu'on appelle la chimie froide. La chimie froide, c'est l'avenir de l'humanité. Il faut trouver des procédés chimiques froids, sans énergie. Eh bien, pour l'instant, aucun laboratoire mondial n'a trouvé la réponse. Il y a des pistes, on essaie de comprendre comment les coquillages fabriquent des céramiques aussi solides, sans intervention à 1000 degrés, 1500 degrés. Et moi, je suis bluffé parce qu'en fait, les solutions sont autour de nous. Il y a juste à regarder et essayer de comprendre. Alors, pour l'instant, on n'a pas les solutions, mais dès lors que des jeunes ingénieurs vont faire de la culbute intellectuelle et trouver des choses, on va percer les mystères de la nature, pas pour devenir des transhumanistes, pour devenir des hyperhumains, des animaux connectés au vivant. On va retrouver notre animalité. Et regardez en matière de fibre optique, le matériau le plus solide, le plus pur au monde, c'est pas ce que fabrique Homo sapiens dans ses laboratoires, c'est ce que fabrique l'éponge à crevettes.
L'éponge à crevettes, c'est une éponge conique. Quand on prend le squelette de l'éponge à crevettes, c'est la fibre optique la plus pure qu'on ait jamais identifiée sur cette planète. Et on ne sait toujours pas comment, sans haute température, l'éponge fabrique cette fibre optique. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un gisement de connaissances phénoménal. Et au niveau des organisations sociales, on a tous été baignés et formatés depuis quelques décennies dans l'idée que la compétition règne en maître et que si vous voulez une place dans la société de demain, il faut être des bêtes de compétition. Eh bien, la nature nous apprend que la compétition n'est pas autonome, n'est pas indépendante de la collaboration. L'un et l'autre se marient en permanence. Et dans une forêt, tous les arbres sont en compétition pour s'en affranchir le plus vite possible et atteindre un stade d'harmonie, du vivre ensemble. Et bien dans la société humaine, on peut très bien dire qu'il y a une émulation qui est développée, parce que l'émulation c'est stimulant, on a besoin de se frotter un peu à l'autre, mais dans quel but? Dans le but d'atteindre l'harmonie et de vivre ensemble, de créer le nous, de faire Ubuntu. Mais qu'est-ce que prône le monde moderne dans lequel nous sommes depuis quelques siècles? L'hyper-compétition, l'hyper-individualisme, et puis on vous dit que la loi de la nature c'est la loi de la jungle, que c'est marche ou crève, ce qui est totalement faux. J'ai deux amis, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui viennent de publier un livre qui s'appelle « La loi de la jungle, c'est l'entraide ». Et oui, comme le dit Gauthier Chapelle, s'il y a eu une espèce non collaborative sur cette planète, ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Les seules espèces qui survivent sont des espèces collaboratives, en symbiose, en collaboration permanente avec leur écosystème, avec d'autres espèces. Et donc, on en arrive à un point, et j'ai presque fini, parce que l'heure passe, où l'humanité va devoir faire un saut quantique, philosophique, un saut technologique, un saut écologique pour sortir par le haut. On va changer de paradigme. Et ce changement de paradigme va passer par le renoncement. Et on a su renoncer à l'esclavage au XVIIIe et XIXe siècle parce qu'on avait une alternative technologique, économique qui était intéressante, qu'on appelait la machine à vapeur, la révolution industrielle. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas tant de savoir si on va changer de paradigme en restant dans le monde dans lequel on est, c'est pas possible. Il va falloir abolir la pollution comme on a aboli l'esclavage, en saisissant les nouvelles machines à vapeur qui nous tendent les bras, issues du biomimétisme. S'il y a bien une solution pour résoudre en partie le dérèglement climatique, c'est de recopier les végétaux. Les végétaux prennent du carbone, prennent du soleil, fabriquent de l'oxygène et du sucre. Le sucre, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que l'humanité attend pour percer les mystères de la photosynthèse? Ça, c'est une vraie source d'enthousiasme. On ira peut-être rechercher 30 à 40% des gaz à effet de serre qu'on a libérés pendant 2 siècles grâce à la photosynthèse. Mais pour ça, il faut chercher. Et fort heureusement, ça a déjà commencé. Et je terminerai par deux slides. Le premier, c'est que si on veut sortir par le haut, il faut que nous acceptions de retrouver notre animalité. Retrouver son animalité, ce n'est pas de devenir des êtres sauvages, c'est de redevenir des êtres connectés au vivant, qui ont compris que le vivant est la matrice dans laquelle nous pouvons nous épanouir et que sans cette matrice, on disparaîtra. Et donc, pour moi, c'est assez simple. On est arrivé à la 7e révolution de l'humanité. Il y a eu 6 révolutions structurantes qui ont changé l'histoire de l'humanité. La première, c'était il y a 70 000 ans environ, ce qu'on appelait la révolution cognitive, où l'être humain a commencé à développer la capacité à raconter des histoires. Ça change tout. Les autres animaux ne se racontent pas d'histoire. Nous, on se raconte des histoires. Donc, on crée le corps social par l'histoire, par les valeurs qu'on partage ensemble. Il y a moins 10 000, moins 4 000, la révolution agricole, j'en ai parlé, urbanisation, sédentarisation, stratification pyramidale. Ça nous fait rentrer dans un monde stratifié et de plus en plus individualiste au fil des siècles. Et puis arrive la révolution scripturale, moins 3500 ans, laquelle permet la comptabilité, permet l'écriture. C'est le début de l'histoire. Avant, on parle de préhistoire. Puis arrive la révolution scientifique du 16e et 18e siècle, qui va déboucher sur la révolution industrielle, sur les Lumières, sur toutes les gouvernances politiques nouvelles. Et puis arrive enfin, après, la révolution informatique, qui peut commencer avec Alan Turing dans les années 40-50, père des ordinateurs, hein, mais c'est pas, même si on ne les appelait pas comme ça. Et aujourd'hui, moi j'ai la conviction, c'est une intuition, hein, mais ce n'est pas une certitude, que nous vivons la 7e révolution de l'humanité, ce qu'on appelle la révolution existentielle, réconciliation d'Homo sapiens avec son écosystème, biomimétisme à tous les étages, nouvelle civilisation humaine, fin du déni de nature. Et c'est pour moi la seule solution de s'en sortir. Science sans conscience n'amènera que des problèmes. Il faut une révolution technologique, certes, mais il faut une révolution philosophique qui l'accompagne. Sinon, c'est à nouveau l'impasse tragique. Voilà, je m'arrête là, il est 34, j'ai débordé de 5 minutes. Je vous laisse poser des questions ou réagir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, il n'y a pas de vérité dans tout ça. C'est juste une position avec beaucoup d'humilité que j'assume totalement et que je vous ai proposée. Voilà, merci.